Tu as Moi, tout. le feu est vert, il n'y a pas de souci. Le feu est vert. De mon côté, Gaël, après, Gaël, je t'entends plus, Gaël non plus. Oui, tu es mis, c'est bon. Donc, Ça enregistre, c'est bon. c'est Donc moi, enregistré. tout est bon de mon côté. Bon, alors je vais vous mettre l'image Et j'admets tout le monde au en fur et à mesure. partage. Voilà. Super. Voilà, normalement, vous devriez avoir tous l'image à présent. Oui, Voilà, à partir de photos de Michel Le Collen, hein, comme celles qui avaient servi de support à l'affiche, hein, qui sont des photos aujourd'hui qui appartiennent au département de la Gironde, puisque Michel Le Collen a donné toutes ces photos au département, et qui sont des photos qui maintenant sont des photos qui ont presque 20 ans, mais qui montrent justement combien l'estuaire peut évoluer et se transformer, hein, dans son aspect. Donc, je vais vous parler, moi, surtout des îles. Alors, ces îles qu'on avait abordées, c'était une conférence qu'on avait fait il y a 20 ans de ça. À l'époque, déjà, quand on en avait parlé, il y en avait 14. Il y avait 14 îles dans l'estuaire. Quand on avait fait cette présentation, c'était une des premières présentations qu'on avait fait à l'Aquaforum. À l'époque, c'était une sorte d'Algeco amélioré qui était sur le bord de la Garonne. Ça a bien évolué depuis et ça a même évolué au niveau des îles, puisque voilà, il y a 20 ans de ça, on parlait de 14 îles. Aujourd'hui, on ne peut plus en parler que de 12, puisqu'il y en a 2 qui ont disparu depuis. Donc voilà, ça prouve qu'effectivement, des choses ont changé. Ces îles sont en régression pour certaines d'entre elles, même pour celles que l'on espérait voir devenir des îles, comme le banc de Plassac, qui avait profondément progressé il y a quelques années de ça et qui a nettement régressé depuis. On se retrouve avec un paysage extrêmement fluctuant et voilà, la place de ces terres insulaires est un petit peu en demi-teinte. Alors aujourd'hui, bon, au niveau des îles, vous savez qu'on a différents types d'îles dans l'estuaire de la Gironde. Nous avons tout d'abord effectivement ces îles, celles, je vais surtout dire les îles qui sont des îles faites de sédiments, celles qui sont situées en gros entre Pauillac au nord et puis le bec d'Ambès, Bourg sur la Dordogne et Mâcon sur la Garonne, où là on a effectivement aujourd'hui cet ensemble de 12 îles, c'est celle que je vais développer le plus, qui sont relativement jeunes comme terre. La plus ancienne de toutes, qui est l'île de Cazaux, est apparue à la fin du règne de François Ier. Elle est attestée, on va dire cadastrée entre guillemets, en 1545. Donc ça donne une idée de la date la plus ancienne. La plus récente, et qui d'ailleurs a disparu depuis, c'était l'île de Tromplou, qui apparaît sur cette carte ici, et qui est apparue qu'en 1905, qui a déjà disparu, qui a à peine existé 100 ans, puisqu'effectivement, elle a disparu il y a déjà près de 5 ans de ça. Donc, ça peut être extrêmement rapide. Alors, si vous regardez quand même bien cette carte, qui est uniquement une carte du réseau hydrographique de l'estuaire de la Gironde et son environnement, on se rend compte quand même qu'il apparaît d'autres choses qu'on pourrait qualifier d'îles. On les voit en particulier, c'est très net en Médoc, l'une des plus spectaculaires de toutes, c'est l'île de Jaux-Dignac-Loirac. Aujourd'hui, c'est une seule et même commune qui en réunit 3 anciennes paroisses. On pourrait parler également de l'ancienne île de Talé, que vous avez ici. Une dont je ne parlerai qu'à peine, c'est l'île de Cordouan, puisqu'on va voir que vu du ciel, ça a quand même été plus qu'un simple phare, qu'on a eu des choses plus conséquentes. Alors celles-ci, elles sont visibles. Je pourrais de la même façon vous parler de l'île de Talmont, qui aujourd'hui n'est plus une île, mais qui est une presqu'île. Donc on a effectivement des choses qui sont de conception complètement différente. Ce sont des choses faites sur du dur, en terre, et ce sont des morceaux de continents, c'est-à-dire des morceaux de la rive gauche ou de la rive droite, qui ont effectivement eu un caractère insulaire un certain temps. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas, mis à part lors de grandes catastrophes, genre tempête Martin en 99, où là, ces gens-là, à Jaudignac-Loirac, ne pouvaient regagner le continent qu'en bateau, parce qu'ils sont redevenus une île, comme Talmont d'ailleurs en face. Et donc, effectivement, on se rend compte que ces îles anciennes peuvent toujours redevenir des îles dans des conditions très spécifiques. C'est pour ça que j'utiliserai un mot peut-être un peu barbare, de paléoïles. Paléoïles, ça veut dire tout simplement de vieilles îles. Et on va voir qu'on en a effectivement beaucoup. Certaines sont très spectaculaires, d'autres sont beaucoup plus modestes. Il suffit de voir effectivement un petit peu la carte, cette carte un petit peu des formations géologiques entre autres, pour faire la différence entre ces îles qui sont des îles sédimentaires faites de sable, de boue, de terre, et qui sont extrêmement récentes. Et puis à côté de ça, effectivement, certaines comme Jaudignac-Loirac, c'est vraiment un socle calcaire, comme d'ailleurs le plateau de Cordouan, comme Talé, où ce sont effectivement d'authentiques morceaux des bords de l'estuaire de la Gironde qui ont été coupés un temps pour devenir des îles, mais ce n'était pas le cas auparavant.
Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos voisins charentais actuellement, puisqu'on est effectivement actuellement avec une étude qui va être publiée à Talmont, et ils viennent de redessiner l'évolution du paysage et de l'évolution des vasières autour de Talmont avec un contexte chronologique assez intéressant. Donc voilà, quand vous irez vous balader à Talmont dans les semaines à venir, il y aura un tas de petits panneaux explicatifs en ville qui ne parleront pas que de l'église romane, mais également du contexte un petit peu sédimentaire autour de Talmont et qui vous révéleront que ça a été une île authentique, ça a réellement été une île. Mais là, on a affaire effectivement à des choses un peu particulières qu'on appelle, moi je vais appeler ça des reliefs résiduels. Voilà le cas de Talmont tel que ça avait été présenté, et ça a d'ailleurs été réutilisé. Ces documents, Monsieur Estève, ont été réutilisés par le projet de la région pour ce qui est de Talmont. Et donc, on voit très bien l'évolution de l'estuaire de la Gironde, où là, on a des choses très spécifiques, avec un paléo-estuaire qui correspondait plus ou moins à celui qu'on a aujourd'hui, des affluents de rive droite, et donc la position de Talmont dans un premier contexte. Dans un contexte beaucoup plus difficile, qui sera celui du grand âge glaciaire, on va se retrouver avec un niveau marin 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. On va se retrouver avec un estuaire de la Gironde qui, lui, par rapport à Talmont, sera presque entre 40 et 50 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et donc, de ce fait, les affluents de rive droite, et c'est le cas également pour le Médoc, pour rejoindre ce paléo-chenal qui aujourd'hui est entièrement submergé, eh bien, il fallait évidemment que les cours d'eau creusent leur lit. C'est une forme d'érosion assez marquée qui correspond assez bien à ce contexte de grand âge glaciaire. Et quand le niveau est remonté quelques décennies plus tard, on s'est retrouvé. Alors, Ah, il y a des interférences. oui, il y a quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est un écho de micro. Je regarde au fur et à mesure. Ne vous offusquez pas, hein, je fais le grand ordonnateur du muet. Si je vois des bruits parasites, c'est moi qui coupe les micros. Mais là, j'arrive pas à trouver qui fait le bruit. Je continue mon enquête. Merci. Et donc, dans la remontée du niveau marin, donc à des périodes beaucoup plus proches de nous, hein, avec un maximum qui va se situer au cours de l'âge du fer, 5-6 siècles avant le changement d'air, on va se retrouver du coup, même dans le même contexte de niveau d'eau qu'à l'époque précédente, avec du coup des zones beaucoup plus ennoyées parce qu'elles ont eu le temps d'être complètement approfondies, érodées, creusées, et du coup, effectivement, l'eau en revenant dans ces anciennes vallées a pu effectivement transformer certains reliefs résiduels en îles, comme ce sera le cas par exemple de Talmont ou de Do, des AU. Do, c'est une paléo-île qui se trouve entre Talmont et Méché. Aujourd'hui, Méché se trouve ici. Et donc, on voit très nettement qu'effectivement, ces terres ont pu devenir des terres insulaires et ça allait rester probablement pendant au moins l'Antiquité romaine. Et les vasières ont commencé à se constituer et être transformées en marais salants parce que c'était idéal. Hein. Ça sera pareil pour la partie Talée du côté de Saint-Vivien-Médoc. Et donc, effectivement, on va commencer à isoler en fait ces anciennes îles de l'estuaire en faisant des digues et en aménageant des marais salants. Dans le cas de Talmont, c'est des marais salants qui appartenaient aux Templiers. Dans le cas de Talée, de l'autre côté, c'est des marais salants qui appartenaient à l'abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Donc, même si ça reste encore des îles dans le nom, ça reste quand même des choses qui sont entourées d'eau que de façon exceptionnelle, comme on vient de le voir à des dates plus récentes avec la tempête Xynthia ou la tempête Martin. Bon, c'était juste pour vous dire que ces îles-là, elles existent. Donc, ces îles-là, elles existent, et donc effectivement, on a vu les plus spectaculaires comme Jodignac-Loirac, Talée. Je pourrais parler de choses plus modestes comme la petite île de la Chapelle, à Saint-Estèphe par exemple, qui est peut-être d'ailleurs l'un des points de départ du fameux marquis de Lafayette, qui pourrait être partie de cette terre-là. Nous avons, ça c'était au XVIIIe siècle, nous avons l'île romaine, qu'on va voir en photo dans quelques instants, de Brion à Saint-Germain-d'Esteuil, qui est une ancienne île romaine à part entière. C'est toujours entouré d'eau d'hiver. Voilà, je pourrais également vous parler du petit îlot du Terrier-Ricard ici à Anglade, qui est très intéressant parce que lui, il est occupé depuis l'âge du bronze et il a été réellement un îlot, mais c'était sûrement le plus petit. De même qu'un tout petit îlot, qui a un joli nom, qui se trouve entre les marais de Bourg-sur-Gironde et de Prignac et Marcant, là, au bout du côté de la Lustre, et d'une jolie petite terre insulaire qui s'appelle l'Ilote. L'Ilote, c'est tout mignon. Il y a une seule maison aujourd'hui bâtie dessus. Et pour le coup, alors que tous les voisins étaient en train de passer sous l'eau lors de la tempête Martin en 99, les gens qui étaient sur cette île se sont vus sauvés du fait d'avoir bâti sur une ancienne île. Bon, ça reste quand même des terres très particulières qui sont vraiment des terres insulaires, certes, mais qui aujourd'hui sont rattachées au continent. Alors voilà, par exemple, celle de Cordouan,
Tout le monde connaît bien le phare de Cordouan. On a plus de mal à vous parler de ce qu'a été réellement l'ancienne île de Cordouan et qui avait encore à l'époque médiévale, au XIe, XIIe siècle, la taille du plateau que vous avez là, avec un village, avec une petite partie boisée et une communauté humaine encore assez importante, au moins jusqu'à l'arrivée des moines de Cluny au XIIIe siècle. Donc voilà, on voit très bien que Cordouan, ça a été une véritable île, c'est du calcaire, hein, c'était un énorme plateau. Et donc aujourd'hui, on a même encore l'emplacement du phare primitif, hein, celui qui a précédé le phare qu'on connaît aujourd'hui, dans les traces archéologiques du phare qui se trouve un petit peu à l'écart. Donc voilà à quoi ça peut ressembler, c'est uniquement de la roche, ça c'est du solide. Voilà notre exemple dont je ne vous ai pas parlé, qui est l'ancienne île d'Ordonac. Nous sommes côté médocain, où on a effectivement ici, on voit très nettement dans ce marais avec ces lignes parfaitement symétriques, orthonormés, qui sont les paysages nés de l'assèchement des marais, hein, au XVIIe, XVIIIe siècle et puis repris au XIXe siècle, et qui du coup isolent ce qui a été une île et qui d'ailleurs est l'emplacement d'une ancienne abbaye, l'abbaye de Lille, une des deux seules abbayes du Médoc, dont nous avons les ruines qui occupent le sommet de cette petite collinette qui a été entourée d'eau et qui était réellement, comme son nom l'indique, une île, hein, l'abbaye de Lille, ça ne s'invente pas. Alors on a quand même pas mal d'exemples similaires. Je voudrais vous montrer, voilà, ici l'île de Brion, à Saint-Germain-d'Esteuil, en plein dans les marais aujourd'hui. On voit l'estuaire au loin. On est à 6 km des bords de l'estuaire de la Gironde et on voit très nettement effectivement cette ancienne île. Et l'hiver encore, quand il y a beaucoup d'eau, ce qui était le cas hein, là, cette année par exemple en février, bon, ben, on voit encore les gens, les chasseurs se déplacer entre autres en bateau autour. Donc voilà, ça peut redevenir une île de façon occasionnelle, mais il s'agit d'un plateau calcaire. Bon, tout ça pour vous dire que je n'en parlerai pas, je ne vais pas insister là-dessus, puisque on voulait vraiment revenir sur le sujet d'origine, c'est-à-dire... attendez, que se passe-t-il? Ah, j'ai un petit problème technique. Voilà, on va arranger ça de suite. Je relance le partage, excusez-moi. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce ne sont pas trop de ces îles dont nous allons vous parler. On va plutôt vous parler de celles qui sont justement, comme le disait Eric tout à l'heure, à la base de notre projet de retour sur l'estuaire avec des visites sur les îles, et qui sont plutôt des îles neuves, des îles faites de matériaux très différents, et qui sont ces îles qu'on trouve dans le cours amont de l'estuaire de la Gironde, dans cette partie, en gros, entre Pauillac donc, et puis la métropole, pratiquement, puisqu'Ambès fait partie de la métropole. Donc, on se retrouve effectivement avec des choses complètement différentes et des îles du coup beaucoup plus fragiles et qui sont aujourd'hui sujettes à être endommagées et peut-être à disparaître dans un avenir plus ou moins proche. Alors, pour les nommer toutes, là encore, c'est des photos anciennes, hein, puisque ce sont les photos de Michel Le Collen. C'est les photos qu'on avait déjà utilisées, nous, il y a 20 ans de ça. Donc, je vous les ressors juste histoire de vous montrer que justement, il y a des choses qui ont changé. D'abord, il faut savoir que, et ça, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à comprendre, on a souvent résumé en mettant un seul nom pour une seule grande île. Là, par exemple, cette immense bande de terre que vous avez qui fait presque 14 km de long, qui part de la pointe ici en face de Mâcon et qui va aller jusqu'à Lamarque, et qu'on appelle sur les cartes l'île verte, et que tout le monde se plaît à appeler l'île verte, fait en fait la réunion de 4 îles différentes. Alors aujourd'hui encore, sur le plan cadastral, ces terres ont leur nom propre. C'est-à-dire qu'ici, on voit très nettement une partie boursouflée qui correspond à l'île de Cazaux, une autre partie ici plus longue qui correspond à l'île du Nord. Elles ont leur nom propre parce qu'elles n'appartiennent pas, sur le plan municipal, sur le plan administratif, elles n'appartiennent pas à la même commune. C'est-à-dire que chaque commune, et c'est une curiosité, ce sont les communes de la rive droite qui sont détentrices sur le plan administratif de ces îles. Donc l'île de Cazaux dépend, comme l'île du Nord, comme l'île verte, des communes de Bayon, Goriac, Plassac. Et donc, sur le plan administratif, les propriétaires, mais les gens qui ont habité ces îles, relevaient entièrement des communes de la rive droite. Et même dans des cas où on pourrait voir, alors je vous disais 4 îles, je vous en signale une quatrième, que vous avez ici qu'on voit à peine, qui est l'île de Mâcon numéro 3. Et donc, les traces administratives, les repères administratifs, les limites de communes qui passent au milieu du fleuve, bon, ben, les îles n'en ont rien à faire. Et un cas assez intéressant qui est l'île de Mâcon, qui effectivement, sur le plan administratif, est en grande partie rattachée à la commune de Mâcon, Margaux, l'île de Margaux, qui est rattachée à la commune de Margaux en rive gauche. Mais il faut savoir que ce sont deux îles
qui ont été raccrochées l'une à l'autre. On voit très bien qu'il y a un morceau d'une ancienne qui est ici aujourd'hui dans cette partie ripisylve que vous avez ici. Et sur le plan administratif, cette partie n'est pas rattachée du tout à Margaux, mais est rattachée à la rive droite. Ce qui peut poser du coup des incompréhensions administratives. Il y a certains propriétaires qui ont demandé de modifier tout ça parce que ça ne ressemblait à rien. Et c'est vrai que quand vous habitez ici, dans la partie, par exemple, l'île du Nord, c'était plus facile d'aller effectivement au bateau en Médoc. C'était plus court et moins dangereux que de devoir emmener les enfants à l'école sur la rive opposée, ce qui laissera malheureusement des tragédies avec des choses assez graves qui se produiront un peu plus tard. Ça, on va en parler. Mais c'est vrai que sur le plan administratif, c'est une singularité et c'est révélateur même du bec d'Ambès. Hein. Le bec d'Ambès continuant à avancer avec des aménagements qui certaines fois sont plus ou moins artificiels. La pointe du bec d'Ambès, toute la pointe du bec d'Ambès que vous avez là, le reste appartient bien à la métropole, mais la pointe du bec d'Ambès est rattachée à la commune de Bayon, en rive droite. C'est-à-dire que les 6 dernières cuves à pétrole que vous avez à la pointe sont rattachées à Bayon. Alors, on pourrait évidemment modifier tout ça, hein, mais alors en même temps, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt de modifier les limites administratives si certaines de ces îles disparaissent ou vont disparaître. Donc, certaines sont vraiment très jeunes, on va le voir. Donc, voilà, pour les nommer toutes, Cazaux, l'île du Nord, alors attention, hein, les erreurs d'orthographe aussi, l'île de Cazaux, elle a pris le nom de son premier propriétaire, M. Pierre de Cazaux. L'île du Nord, c'est la réunion déjà de 2 anciennes îles, l'île de Poyane, c'est le nom qu'elle a eu aussi, et M. de Poyane, qui avait son château à Goriac en face, a laissé en héritage sa seigneurie à M. de Nort, avec un T, N-O-R-T. C'est également les mêmes seigneurs de Poyane qu'on retrouve à Tartas dans les Landes. Et donc, M. de Nort a logiquement donné son nom à l'île. Seulement, lors de l'écriture, la rédaction du cadastre tel qu'il se présente aujourd'hui à Libourne, il y a eu une erreur d'orthographe et celui qui a écrit le nom de l'île s'est trompé et a mis un D à la place du T. Et figurez-vous qu'une erreur du cadastre prévaut sur la réalité des choses. Si bien que du coup, c'est devenu l'île du Nord avec un D, alors que ça n'avait jamais été le cas avant le 19e siècle. C'était l'île de Monsieur de Nort. Voilà le genre de petite erreur qu'on peut avoir. L'île de Mako numéro 3, pourquoi est-ce que je me permets de l'appeler l'île de Mako numéro 3? Tout simplement parce que la numéro 1, c'est un nom qui est récurrent depuis le XIe siècle. La numéro 1, elle existe encore, elle est rattachée au continent ici, et la numéro 2, elle est ici. Si bien que quand on a fini par appeler cette île de Mako, c'est une très grande confusion, et si on fait bien attention, on a en fait la 3e île de ce nom, et ça vaut la peine certaines fois de faire une petite différence dans tout ça. Et puis de l'autre côté, alors ça c'est l'île de Mako, et puis de l'autre côté, on voit très bien l'île d'Ambès, et puis si vous faites attention, là sous mon curseur, il y a un truc ridicule tout petit, parce que quand cette photo était faite, cette île est en train de finir de disparaître, la photo date de 2003, on avait effectivement l'une des 3 îles qui existaient ici, il n'y en avait plus que 2 dans les années, au début des années 2000, l'île d'Ambès et puis l'île de Croûte, qu'on a accessoirement appelée aussi l'île de Bourg. Voilà, ça fait partie d'un premier ensemble que l'on voit tourner vers le sud, hein. Là vous avez la Garonne, là vous avez la Dordogne. Si je prends la vue de l'autre côté, donc je suis cette fois-ci, vous avez le bec d'Ambès, je suis plus bas, je suis au-dessus du port de Mako, on retrouve la grande île de Cazaux. On voit toutes ces pièces d'eau qui sont des pièces d'eau artificielles, hein, pour la chasse au canard. Et puis au loin, on voit effectivement le prolongement de cette grande terre qui se termine par l'île verte. On va s'en rapprocher. On voit l'île de Margaux. Bon, tout ça constitue un ensemble qui est ancien et qui fait que dans mes propos, je vais faire cette distinction entre l'archipel du sud, c'est-à-dire cette partie qui se trouve en gros entre Blaye et Ambès, et puis l'archipel du nord qui va en gros de Blaye et qui va jusqu'à Pauillac avec une mise en place un petit peu différente. Alors voilà effectivement la suite de ma photo avec l'île du nord, et on voit très nettement cette partie qui est décalée. On voit, tout ça est rattaché artificiellement. Si aujourd'hui cette terre fait 14 km de long, c'est que les hommes s'en sont mêlés et qu'entre Napoléon III et les travaux de la Troisième République, les très grands travaux de 1885, on a effectivement cherché à unifier ces îles pour faire une sorte de long cordon qui permettait de canaliser le chenal de navigation, pendant qu'on cherchait à condamner à ce chenal médocain qui, pendant longtemps d'ailleurs, était franchement inutilisable. Donc vous avez la pointe de l'île de Mako numéro 3, l'île du Nord, l'île verte. Toutes ces terres sont d'époques différentes. L'île de Cazaux, c'est première moitié 16e siècle. L'île du Nord, c'est seconde moitié 16e siècle. L'île verte, c'est 1792. Celle-ci, c'est 16e siècle. Et puis l'île de Mako, c'est fin 19e, début 20e. Donc on a vraiment affaire à des choses qui sont faites de plusieurs époques et qui ont fini par se rétacher. Alors c'est vrai que cette image, je l'aime beaucoup parce qu'on voit très nettement dans tout ça où se trouvait le rivage primitif. On voit très nettement le premier rivage du Médoc. Et du coup, là, vous voyez apparaître d'anciennes îles
qui ne sont plus des îles aujourd'hui parce que rattachées entièrement au Médoc et qu'on va connaître sous le nom de l'île de Mâcon numéro 2, l'île aux Vaches, l'île de la Barde et qui ont eu un nom et qui bien souvent correspondent aux domaines encore qui se trouvent sur chacune de ces îles. Donc voilà, ce sont d'anciennes îles, le rivage étant ici. Le gros problème de l'estuaire, c'est que à force de remplissage, on va voir les conditions de formation de ces îles, fait qu'au bout d'un moment, la navigation devenait compliquée. Ça vous donne l'impression d'être très large. Là, on est quand même sur une bonne largeur de plus de 3 km, pratiquement 4 km en allant vers Pauillac. Bon, sur une navigation qui malheureusement est limitée à un passage de 500 mètres. C'est-à-dire qu'avant qu'on fasse une brèche dans la digue de Mâcon, tout ce secteur était absolument infranchissable par des bateaux type même péniche. Les gros bateaux, de toute façon, ne passent pas ici et tout le monde se contente à passer en cet endroit-là. Et donc, de ce fait, on se retrouvait avec des îles qui avaient plutôt la tendance à s'engraisser, à se développer dans les secteurs où les bateaux ne passaient pas, et avaient plutôt tendance, effectivement, on le voit, à s'aligner, à être sérieusement endommagés par le passage incessant des gros bateaux qui, par un phénomène de batillage, de vagues, avaient tendance à endommager les rivages. Donc voilà, c'était aussi un problème. Alors, est-ce que si, parce que des îles disparaissent aujourd'hui, c'est à cause de la navigation? Ça, j'avais plus de doutes là-dessus, mais on va en rediscuter. Dans la transition entre cet archipel du Sud, donc si on fait le point, l'île de Dambès, l'île de Bourg, l'île de Cazaux, l'île du Nord, l'île verte, l'île de Margot et l'île de Mâcon numéro 3, voilà le premier ensemble. Séparant l'ensemble du Nord de l'ensemble du Sud, on se retrouve avec une île qui est l'île de Fort-Pâté, que vous avez devant vous, qui elle est une île un peu atypique parce que c'est une île entièrement artificielle. Je me suis fâché il n'y a pas très longtemps avec un guide à Blaye et qui me certifiait qu'avant que Vauban, l'ingénieur Ferry, ait tenté de faire la construction de ce fort, il y avait déjà une île à cet endroit-là. Non, ce n'est absolument pas vrai. Il n'y avait à cet endroit-là qu'un banc de sable. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'un banc de sable, c'est une île? Ça dépend de la définition que vous donnez de l'île. Et c'est effectivement la raison pour laquelle on va s'arrêter 2 minutes sur les formations de ces îles dans l'histoire de la Gironde et qui définit à quel moment on peut parler réellement d'une île. Et vous allez voir qu'on a mis les un mots entre le banc de sable, le vasard, le fagnard et puis l'île tout court. On se rend compte qu'effectivement, on a affaire à des étapes très différentes. C'était très clair dans l'esprit de nos anciens. Ça l'est un peu moins aujourd'hui chez nous. Et on se voit très bien qu'entre les géographes et les historiens, on n'est par exemple pas d'accord du tout sur ce qu'est une île dans sa définition, le mot qu'on peut utiliser. Et ça, c'est bien embêtant parce qu'effectivement, certains y voient une nature, une île, ça va devenir une île quand ça a une rentabilité économique, par exemple. Et puis pour d'autres, une île, c'est une terre insulaire, c'est-à-dire une terre entourée d'eau. Donc vous voyez qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Donc on va être obligé de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc l'île de Fort-Pâté est une île fabriquée de main d'homme, posée sur un banc de sable, certes le banc de Saint-Simon, tel qu'il apparaît au début du XVIIe siècle, du nom du gouverneur de Blaye, mais ce qui a été bâti dessus est en grande partie artificiel. On va en reparler. Et puis dans la partie archipel du Nord, on se retrouve dans un espace beaucoup plus ouvert. On l'a ici, avec effectivement du coup des îles qui sont parallèles les unes aux autres, qui encore une fois, comme pour l'archipel du Sud, sont pratiquement des terres insulaires presque toutes rattachées à la rive droite de l'estuaire de la Gironde, entre Blaye pour ce qui est de Sampin, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Androny, etc., jusqu'à pratiquement en face de la centrale nucléaire de Brou et Saint-Louis. On se retrouve donc effectivement avec des sortes de rides de terre, et certaines fois là aussi réunifiées, c'est-à-dire qu'ici vous avez l'île Sampin et l'île Bouchot, qui sont toutes les deux des terres qui apparaissent pendant la Révolution française et qui sont officiellement cadastrées en 1808. Et elles sont mentionnées comme étant propices à l'agriculture dès 1792, comme l'île verte, et qui étaient des terres séparées. On voit encore aujourd'hui l'espace qui a été raccommodé pour attacher ces deux terres insulaires. Donc à l'origine, dans les textes anciens, cette partie-là s'appelait l'île Nouvelle, et à côté, l'île Bouchot, qui est un peu plus petite que l'île Nouvelle. Et du fait d'un incident en 1830, où les quelques habitants qui vivaient sur cette île Nouvelle ont failli mourir de faim, du fait d'un hiver extrêmement vigoureux avec des températures entre moins 45 et moins 55 degrés, qui fait que ces gens-là sont restés isolés sur l'estuaire pendant près de 15 jours et ont failli mourir de faim, eh bien on a débaptisé l'île, qui de l'île Nouvelle est devenue l'île Sans Pin à partir de 1830. Et c'est lorsque ces deux terres ont été réunifiées, du coup, ont eu le même propriétaire. Je crois que c'est en 1956 que du coup, on a abandonné les deux noms de ces îles, l'île Sampin et l'île Bouchot, et on a repris le nom primitif d'île Nouvelle. C'est le nom qu'elle a aujourd'hui et qui réunit donc deux anciennes îles. Vous avez ici la pointe de l'île la plus
ventru de l'estuaire de la Gironde, qui est l'île de Patiras, qui peut faire plus de 700 mètres de large, alors que sur l'île Verte, par exemple, on est sur du 500 mètres de large à peu près. Et puis à côté, vous avez une terre qui est coupée en deux, hein, même si ça s'appelle le Vasar de Bechevel ou l'île de Bechevel. Sur le plan administratif, il y a les deux tiers qui sont effectivement rattachés à Bechevel, et une partie de cette île est rattachée à la rive droite. Donc voilà, ce banc est allé s'installer sur une limite administrative. Et puis la dernière image qui permet de voir un petit peu la vue d'ensemble, voilà, de cet archipel du Nord, donc l'île Nouvelle, Sampin, Bouchot, Bechevel. On voit très nettement l'île de Patiras, qui est une île dont le nom est ancien, un peu comme l'île de Mako. L'île de Patiras est signalée pour la première fois au XIIIe siècle. Mais si on reprend les positions qu'on en donne au XIIIe siècle, ça correspondrait aujourd'hui à l'emplacement de l'île Sampa, c'est-à-dire beaucoup plus près de Blaye. C'est-à-dire que le nom a persisté, mais cette terre, lorsqu'elle s'est reformée au XVIIe siècle, puisque si on a bien une île au XVIIe siècle, elle a disparu, et quand elle s'est reformée au début du XVIIe siècle, elle va effectivement prendre le nom de l'île de Patiras. Yves Castex, qui adorait, quand on parlait de cette île, jouait beaucoup sur le mot de Patiras, hein, qui veut dire l'île de la souffrance. Ça a été effectivement, c'est la seule île qui a eu un cimetière, hein, qui a servi quelques années, très peu de temps, mais quelques années à mettre des bateaux et des marchandises en quarantaine. Et on a effectivement quelques personnes qui sont mortes sur l'île. Et donc, il y a eu une nécropole sur cette île. Et puis donc ça, c'est une île du XVIIe. Et puis est venu se coller contre cette île, cette partie qui donne l'impression de faire un appendice énorme là sur la photo, qui est l'île Philippe. Philippe, du nom de Monsieur Philippe de Rothschild, entre autres, puisqu'ils sont propriétaires de cette terre aujourd'hui, et qui est une île qui n'est apparue qu'en 1830 sous le règne de Louis-Philippe Ier, et qui a été rattachée artificiellement à l'île de Patiras. Comme on a essayé de rattacher artificiellement tout ça, aujourd'hui, vous ne passez pas en bateau ici parce qu'il y en a une digue sous-marine, et on voit très nettement celle qu'on a essayé de faire pour venir se coller contre l'île de Tromplou. Là, c'est encore une photo d'archive, puisqu'on a effectivement là une île qui est apparue qu'en 1905 pour ce qui est de l'île de Tromplou. C'est-à-dire que le phare était là avant l'île. Le phare est construit entre 1901 et 1902, je crois, et donc l'île est apparue par la suite. Et c'est vrai qu'effectivement, cette île, en s'engraissant, est venue rejoindre le phare. Et c'était une aubaine pour les gardiens du phare qui, du coup, en ont profité pour aller faire de la chasse au canard au lieu de garder leur phare, et qui dû en profiter pour se balader sur l'île. Mais elle a fini par se redétacher du phare. Elle a fini par disparaître parce qu'elle est malheureusement migrée dans le chenal de navigation. Et donc, elle a fini par disparaître, je crois que c'est 2016 ou 2017, entièrement, laissant de façon presque orpheline l'endiguement fait au milieu pour rattacher Patiras à cette île. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'île et on se retrouve avec une barrière de roches au plein milieu de l'estuaire, qui est quelque chose d'assez inconfortable. Donc voilà, le phare, lui, est toujours là, il tient toujours, mais l'île a disparu. Donc voilà, de 14 îles énumérées telles qu'on l'avait, aujourd'hui, il en manque 2 à l'appel. L'île de Bourg, qui a disparu en 2003, et puis l'île, effectivement, de Tromplou que vous avez ici, cette île de Tromplou qui a fini par disparaître il y a 5 ans à peine. Et là, c'est pareil, hein, ça a été très très rapide, et c'est ça qui prouve qu'effectivement, ça peut évoluer assez rapidement. Alors, on peut du coup se permettre je l'ai déjà exprimé, de parler d'îles vivantes, vives, telles qu'on peut effectivement on vient de les énumérer. Et puis à côté de ça, des paléo-îles, des îles dites mortes, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Ça veut dire que dans ce cas-là, les paléo-îles, ce sont des terres qui sont collées au continent. C'est-à-dire qu'elles sont rattachées aujourd'hui au continent et donc ne sont plus tout à fait des terres insulaires dignes de ce nom. Bon, ça, je n'y reviens pas dessus. On a parlé un petit peu. Alors, là, effectivement, on va toucher à quelque chose que j'ai déjà évoqué. Je vais avoir besoin de mon collègue Éric Vessy pour compléter certaines informations, parce qu'effectivement, on a dans le principe de formation des îles telles qu'on va en parler maintenant, c'est-à-dire ces îles dites sédimentaires, ces îles qui se situent entre Pauillac et le bec d'Ambès, en gros, ce sont donc des formations récentes, faites d'éléments fins, et qui sont des choses que charrient les fleuves et les rivières affluentes de l'estuaire de la Gironde. Donc, on se retrouve effectivement avec quelque chose qui correspond globalement à des dépôts qui d'abord sont des dépôts plus ou moins grossiers, qui vont correspondre d'abord à des dépôts de sable. Et donc, effectivement, tout va se situer par rapport à quelque chose qui est difficile à cerner dans l'estuaire de la Gironde, qui est le niveau zéro. Le niveau zéro, qui est quelque chose, je dirais, d'assez
d'assez improbable, puisqu'on sait que le niveau zéro, il a été pris dans le port de Marseille, c'est-à-dire dans un environnement où il n'y a pas de marée, ou pratiquement pas, excusez-moi, s'il y a des Marseillais, je ne voudrais pas choquer quelqu'un, je crois qu'on a entre 15 et 20 cm de marée dans le port de Marseille, mais voilà, on est effectivement avec quelque chose qui, dans un battement de marée qui est énorme, nous, dans l'estuaire de la Gironde, de plus de 4 mètres, c'est difficile d'y trouver un niveau zéro. Ce qui est certain, c'est que du coup, vu la très grande largeur de notre estuaire de la Gironde, la force des courants n'est pas la même sur toute la largeur du fleuve. Donc il y a des endroits où vous avez des points profonds, des chenaux, comme le chenal du Médoc, le chenal de Saintonge, qui est en train de disparaître, et puis des zones intermédiaires entre ces chenaux, qui sont des points avec beaucoup moins d'eau, et du coup beaucoup moins de courant. Et donc ça porte un nom. Alors il y a deux éléments importants, mais il y a déjà celui-ci, c'est-à-dire que c'est un point où les courants sont faibles et surtout bien moins marqués des saisons où il y a moins d'eau, comme la période estivale, l'été en particulier, et qui correspond à ce qu'on appelle le point de cisaillement des courants, c'est-à-dire à un endroit où de part et d'autre vous avez des chenaux avec beaucoup d'eau, et au milieu un niveau un peu plus élevé, qui fait que c'est là où les éléments les plus lourds vont se déposer en étant difficilement déplacés par des courants de faible ampleur. On va donc se retrouver du coup avec des rides de sable, des Alors, bancs. Didier, j'ai un message, mais il faudrait peut-être. Il y en a qui me disent nous n'avons plus de son. Ah, Est-ce que tout le monde entend là actuellement? Oui, oui, on entend très bien. Oui, oui. D'accord. Oui, pas de problème. Oui, D'accord, oui. donc Oui, oui. Pas de problème de son. oui. d'accord, ok. Bon, je vais répondre via le chat, Oui, oui, c'est bon, c'est bon. vérifier que vous n'avez pas On coupé le entend son de très l'ordinateur. bien. D'accord, très bien. Bon, alors, c'est pas la peine de tous répondre car nous sommes 99, on est à 1 des 100. Donc voilà, mais j'annoncerai si on dépasse les 100. d'accord, Très bien. merci. Bon, excusez-moi. Bon, alors donc, je vais remarquer, moi ça me permet de voir que tout le monde ne dort pas, donc c'est bien, parce que j'avais l'impression de me sentir un peu tout seul quand même, de parler tout seul dans ma grande salle, là, c'était un peu… Mais non, mais Non, non. merci, c'est gentil. Mais non, Didier. Mais non, on vous aime, on vous aime. Oh là là, vous me faites rougir. On est Ah là. non, c'est drôlement bien, ouais. Alors donc effectivement, j'étais en train de vous dire que nous avons cette zone de point de cisaillement des courants dans lequel effectivement on va se retrouver avec une manipulation permanente quand même des bancs de sable, et puis on va se retrouver avec des bancs de sable qui certaines fois vont se découvrir à chaque marée. Là, déjà, on se retrouve avec des rides de sable qui sont d'une certaine élévation. Donc, à chaque marée basse, ils vont apparaître. Et puis, il y a d'autres bancs de sable qui n'apparaîtront que lors des marées exceptionnelles d'équinoxe. Donc, il y a des fois, on a l'impression de découvrir des terres comme on découvrait la Lune. Il y a un temps, avec Denis Gesta, on allait accoster sur ces bancs de sable. On avait l'impression de fouler des terres éphémères, visibles une saison et qui disparaissaient la saison d'après. Et donc, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Donc, on est aussi, et ça c'est le deuxième élément, dans un environnement particulier où, entre Pauillac et le bec d'Ambès, de façon permanente, toute l'année, on a effectivement cette localisation du bouchon vaseux. Donc, c'est là que j'aurais souhaité que Éric Vessy intervienne. Est-ce qu'il est toujours là, Éric? Je ne vois plus, moi, dans tous les… Là, je suis là. Voilà, c'est effectivement un endroit quand même, on a une turbidité extraordinaire, Éric. Oui. Donc, je sais pas, bon, je vais pas faire très très long, mais le bouchon vaseux, donc c'est ce croisement qui fait qu'il y a une concentration de particules particulièrement forte, surtout au fond, ce qu'on appelle la crème de vase. Et puis, donc, on est à plusieurs dizaines de grammes par litre de sédiments donc, qui sont issus comme tu en as parlé, de l'érosion, de la Garonne, du transport donc, fluvial de la Garonne et de la Dordogne également, il ne faut pas l'oublier, et de tous leurs affluents jusque dans l'estuaire. Donc, il y a ce blocage sédimentaire là, dans cette zone-là. Qui donne des éléments fins qui vont se cumuler, mais surtout, tu as parlé des bancs de sable et de gravier. C'est la base de tout, quoi, parce qu'il a fallu des époques, notamment de crues exceptionnelles, en tous les cas par rapport à ce qu'on connaît, même si on en a eu une assez forte cette année, mais au 17e, 18e, lorsque les Pyrénées se sont déglacées, et le Massif central peut-être un petit peu, puisqu'il y avait eu le petit âge glaciaire qui avait amené un stock de glace important. Donc, cet passage de déglaciation a amené probablement dans l'estuaire des flux de sable et de gravier. Notamment, il y a eu une crue exceptionnelle en 1770. Vous pouvez en trouver des traces à Cadillac et à plein d'autres endroits aussi où on a noté les plus hauts niveaux atteints. Et donc, par-dessus ces sables et ces graviers, amenés par ces grosses crues qui n'existent presque, en tous les cas, moins fréquentes depuis quelques années,
ben, se sont donc cumulés des sédiments fins, donc ce fameux bouchon vaseux, qui a des éléments organiques. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça permet de fertiliser aussi ce qui vont devenir après les zones des îles, en fait, et la végétation qui va venir par-dessus. Alors, tu reparleras peut-être du banc de Plassac. On a vu cette dynamique, alors dans les deux sens d'ailleurs. Et dans un premier sens de formation, il y a une quinzaine d'années jusqu'à il y a 4-5 ans. Enfin, même ça a commencé à se dégrader à partir de 2014. Et puis, on l'a vu régresser justement ces dernières années. Mais la végétalisation avait commencé, en fait, cette dernière étape qui aurait pu précéder peut-être une île. Mais bon, il se trouve qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il y a le bouchon vaseux, puis il y a l'élévation du niveau marin, il y a des tempêtes, etc. Et voilà, donc les îles sont fragiles. Mais le bouchon vaseux joue beaucoup, évidemment, pour leur potentialité de cumul de sédiments et donc au croisement des courants, au croisement à la fois, on va dire, frontaux entre l'océan et le fleuve, et puis un peu longitudinaux aussi, avec cette confluence qui se prolonge entre la Garonne et la Dordogne, au moins jusqu'à Blaye. Donc c'est voilà, cette zone de faible courant où ça se cumule un petit peu plus qu'ailleurs, mais à partir de ce potentiel de plusieurs millions de tonnes de vase en permanence, en permanent mouvement, avec le flot et donc les phénomènes de marée et d'écoulement fluvial. Voilà, je te repasse la balle. Merci Eric. Alors, juste pour info, j'ai mis sur le chat de la conférence à la fois tout ce qui a été écrit sur le bouchon vaseux là, par Eric, justement. Donc, si vous voulez vous plonger dans ce sujet passionnant et qui a vraiment une importance capitale sur nos paysages, c'est le premier lien que j'ai mis. Et j'ai également mis le lien pour le magazine Terre et Océan, puisque nous parlons aussi de l'île, notamment de l'île nouvelle, hein, non, mais tu en reparleras justement sur la partie avenir. Donc ça aidera un peu à la conclusion, mais je le mets d'ores et déjà pour ceux qui veulent aller piocher ces documents, les télécharger sur leur ordinateur. Voilà. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Et comme vient de le dire Eric, justement, on va reparler de ce banc de Plassac parce qu'on a eu les prémices du Nil et des choses extrêmement intéressantes. Donc, on va aller se replonger. À l'époque, on pouvait débarquer dessus. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, voilà, effectivement, la première étape, ça reste ce banc de sable. Alors, c'est du joli sable. Hein, c'est pratiquement le sable fin qu'on voit sur les côtés. Alors, pas tout à fait quand même, malgré tout, parce qu'on voit que le grain n'est pas tout à fait aussi fin que celui qu'on peut trouver sur nos plages médocaines. Mais on n'en est pas loin. Sur des bancs de sable qui sont remaniés, comme les bancs d'Arguin dans le bassin Arcachon, ça peut changer de place tous les hivers. Hein. On se souvient de l'épisode du Colbert qui, lorsqu'il a quitté le port de Bordeaux pour être emmené pour, je dirais, débarrasser le port de Bordeaux, qui s'est planté dans un banc qui n'était pas là sur la carte l'année d'avant. Donc, ça prouve qu'on a aussi effectivement des mouvements permanents et que c'est nécessaire du coup de refaire nos cartes tous les ans. Alors voilà, effectivement, ces rides de sable, on les voit hein, sur cette photo, on voit très nettement, alors en plus, ça c'est une photo qui a 20 ans, on voit très bien ces deux bancs parallèles que vous aviez du côté de Plassac. On va reparler de celui de la Marque que vous avez là, sans oublier que vous avez ici la digue de la Pointe Blanche de l'île Verte qui permettait de prolonger le chenal de navigation. Et vous comprenez donc, c'est une réalité, qu'au bout du compte, les bateaux qui viennent de Cordouan et qui veulent aller jusqu'à Bassins ne pouvaient passer finalement que dans cet espace extrêmement réduit. Quand je vous parlais de 500 mètres, ce n'est pas une blague. On voit même le bac de Blaye qui essaye de faire des mouvements. Si vous avez l'occasion de discuter avec le capitaine du bac de Blaye, vous allez comprendre combien pour eux c'est une hantise que de faire cette traversée entre Blaye et la Marque. Quand c'est des marées hautes, il n'y a aucun problème. La traversée se fait en 12 minutes top chrono. C'est le record du capitaine sur ce bateau. Sinon, c'est 15 minutes, 20 minutes au plus. En revanche, quand vous êtes à marée basse, ils ne peuvent pas traverser l'estuaire de la Gironde. Le capitaine de ce bac vous expliquera qu'il y a des fois, il est obligé d'aller jusqu'au bec d'Ambès pour revenir de ce côté-là. C'est exceptionnel. Ça tombe lors des marées d'équinoxe. N'empêche que du coup, la traversée dure 45 minutes. Et donc, on voit très bien qu'effectivement, alors ça, c'est une photo d'archive, parce que ça ne ressemble absolument plus à ça du tout. Et ça prouve qu'effectivement, ces bancs de sable, ils peuvent changer de place. Alors attention, ce sont pour moi que des bancs de sable. Je ne vais pas appeler ça une île. D'où le souci qu'on a eu, c'est pareil, ces 20 dernières années. Souvenez-vous de l'épisode du banc de sable de Cordouan, avec dans le conflit qu'il y avait entre la Pointe Nord-Médoc et puis la ville de Royan sur la rive opposée, à une époque où les deux régions n'étaient pas unifiées encore, et qui fait qu'effectivement, les gens de Royan s'étaient emparés de bancs de sable en formation du côté du phare de Cordouan. Sur le plan administratif, ça relevait de la commune du Verdon.
et donc qui était parti pour essayer de démontrer que c'était une terre de la première importance, les oiseaux venaient nicher dessus, il y avait des plantes qui se développaient, tout ça parce que c'était en réaction au projet d'usine méthanière qui était en projet au Verdon sur la rive opposée. Et donc ça a failli tourner à la catastrophe quand on ne joue pas impuniment avec l'estuaire, c'est-à-dire que vouloir organiser un concert sur un banc de sable, délocaliser une partie des concerts des violons sur le sable de Royan sur le banc de sable de Cordouan sans tenir compte des marées et surtout faire ça 2 jours après une pleine lune, c'est-à-dire au moment où on avait un coefficient de presque, je crois que c'était 100, et évidemment, ben, ça a failli être une catastrophe. Et s'il y avait eu des gens qui s'étaient noyés sur ce banc de sable à l'occasion de ce concert, qui serait allé en prison? C'est-à-dire, c'était le maire du Verdon. Il n'était même pas au courant de ce qui se passait sur ce banc de sable qui était sur son territoire administratif. Donc voilà, c'est joli, ça peut être intéressant, mais c'est très précaire, éphémère et dangereux dans certains cas. Certains de ces bancs de sable ont eu tendance à se transformer en sable mouvant. On n'est pas dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel, n'empêche qu'il y avait des bancs de sable où on a tendance à s'enfoncer facilement. Donc voilà, ne prenez pas le risque de débarquer sur une terre qui apparaît comme ça, d'y planter un joli drapeau en vous disant « ça y est, j'ai découvert la Lune ». Vous pouvez dans certains cas y prendre des risques et ça peut être un peu dangereux. Alors voilà un exemple qui va nous intéresser de près, qui est effectivement le banc de Plassac, qui est quelque chose sur lequel nous avons organisé des sorties en bateau. On a emmené du monde sur cette île en formation, comme le disait Eric tout à l'heure. On y a cru. Alors, j'ai des clichés, si tu veux. Là, justement, pendant que tu en parlais, j'ai des photos, si juste pour montrer. Je peux partager mon écran un instant pour montrer justement les photos de quand nous débarquions sur le banc de Plassac. Il y a quelques années, c'est en 2015, je crois. C'est la dernière année où on a pu le faire. Alors, elle date de quand cette photo? Les photos, ouais, 2013 même, beaucoup plus ancien que cela. Alors, je vais partager. Hop là. Tu n'étais même pas né à l'époque. C'est c'est ça. Alors, tac, je dois pouvoir partager. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran si je ne dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Non. Alors là, vous voyez pas? Non? Non. Alors, Ici, pourquoi c'est bon. Voilà, là, vous voyez. On voit. Vous voyez pas les images de tout le monde qui a débarqué là? Non. Alors, c'est pourquoi. Les pieds dans la vase. Si, on y voit très bien. Ah, vous y voyez donc. Voilà, donc ça c'est. Alors ça c'est une Daphne, ça n'a rien à On voir. voit toujours pas. Non, on voit la photo on voit la photo. Il y a les gens qui voient et les gens qui voient pas. C'est étonnant ça. Qui est. Ah, c'est peut-être parce que Didier partage encore aussi. Bon, on verra ça à la fin, sinon. Oui, c'est pas grave. Allez. Bon, allez, Didier, continue. Excusez-moi. Je vais vous en montrer également, si ça se trouve, c'est les mêmes, hein, parce que j'en ai quelques-unes, on voit des gens sur le banc, mais on va effectivement en rediscuter. Alors, ce qui peut être superbe dans justement ces terres en formation, c'est qu'il y a des fois, effectivement, vous les voyez, mais le temps d'une marée basse, ça peut être pratiquement une marée d'équinoxe, et jamais les revoir par la suite. Et donc, il y a des fois, c'est des choses qui sont extrêmement modestes. Voilà, par exemple, là, ici, nous avons effectivement une ride de sable qui fait à peine 3 mètres de long sur à peine 1 mètre de large, et voilà, c'est quelque chose, c'est un point de départ. C'est la base de toutes nos îles, même si certains propriétaires d'îles ont voulu démontrer le contraire, en nous expliquant qu'il y a peut-être des choses beaucoup plus anciennes sous leurs îles. Dans l'immédiat, on n'a pas démontré autre chose que ce que vous avez là, c'est-à-dire qu'on a une base de grave en profondeur, puis de sable un peu plus fin au-dessus. Ça reste malgré tout des terres sédimentaires. Et donc, évidemment, ça, c'est déjà le point de départ. Ça n'apparaîtra peut-être que lors d'une marée très basse, ce qui veut dire qu'en parallèle, elle est certainement très haute, donc une marée de lunaison, mais c'est quelque chose effectivement qui peut être un début d'île. Alors voilà effectivement ce que ça peut donner en ride de sable, on a l'impression d'être à l'océan. Là, je suis au plein milieu de l'estuaire de la Gironde. J'ai Blaye, vous voyez le bac de Blaye de ce côté, le port de Bacalan à Blaye, c'est-à-dire que j'ai un chenal entre l'endroit où je suis et le port de Blaye. Je ne peux pas rentrer à pied à Blaye. J'ai Fort-Pâté de ce côté et l'île Nouvelle. Donc voilà, c'est des terres sur lesquelles nous avons pu débarquer. On a eu la chance de pouvoir débarquer. Et donc on voit effectivement ces rides de sable qui sont certaines fois de véritables petites mares qui se découvrent le temps de la marée basse. L'eau a le temps de chauffer un petit peu, c'est pas désagréable. Mais je suis au plein milieu de l'estuaire de la Gironde. Alors à cette époque-là, effectivement, le banc de Plassac avait pris une ampleur particulièrement impressionnante. Alors évidemment, dans ce paysage, vous avez des véritables trous d'eau dans lesquels des poissons se retrouvent piégés, ce qui fait du coup comme Eric le disait tout à l'heure, la terre qui est déposée autour est de très bonne qualité, mais il va y avoir aussi un autre élément qui va rentrer en ligne de compte pour je dirais le côté, on va ensemencer ces bancs rapidement, parce qu'effectivement, vous avez dans ces trous d'eau, vous avez du poisson.
qui restent généralement prisonniers à marée basse. Et du coup, ça fait un garde-manger extraordinaire pour tous les oiseaux de l'estuaire de la Gironde, surtout ceux qui sont les plus efficaces, à commencer par les goélands, qui sont extrêmement nombreux dans ce périmètre-là et qui vont venir effectivement récupérer. Alors, il y a des fois ces espaces vides. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur la côte océane, hein, mais vous êtes au milieu de l'estuaire de la Gironde. Et puis, on voit très nettement les jeux laissés par les formes laissées par l'eau. On a vraiment l'impression d'être sur une plage à marée basse, comme on peut le voir certaines fois dans les baïnes sur la côte médocaine. Alors effectivement, il y a des fois c'est un petit peu plus haut, c'est-à-dire qu'à marée basse, vous pouvez avoir une bande de terre qui fait pratiquement 1,50 m à 2 mètres de haut par rapport à la marée. À la marée basse, le sable a le temps de sécher. Donc c'est quelque chose qui fait que ça peut être plaisant. Les gens du pays, certains prennent leur bateau, vont planter l'ombrelle l'été et ça évite d'aller à la Canot ou sur le bassin d'Arcachon. Après, pour ce qui est de piquer une petite tête dans l'estuaire de la Gironde, il est clair que d'un point de vue bronzage, il est automatique vu la couleur de l'eau. Mais ça, Eric vous en a parlé, cette couleur assez marron et qui n'est pas un signe de pollution, hein, mais au contraire d'éléments fins qui sont véhiculés par le fleuve. Et donc, il y a une question sur le chat sur le petit glaciaire. Si, oui. On essaiera d'y répondre à la fin peut-être, si c'est possible. c'est toi qui vois. Oui, je veux bien parce que je suis déjà en train de prendre un petit peu de retard. Donc, si je veux finir à 20 h, je vais m'activer un petit peu. Donc, je veux bien, effectivement, si ça ne vous dérange pas, repousser les questions à la fin d'ici 45 minutes, si c'est possible. Et donc, j'étais en train de vous expliquer que ces trous d'eau sont effectivement d'authentiques garde-manger et la trace en est concrète, hein. C'est-à-dire que voilà, je veux dire, on a une preuve concrète du coupable, de qui va venir effectivement se balader là-dessus, non seulement pour chercher les poissons, pour les consommer, mais également voilà. Alors là, on a des traces concrètes lors de l'enquête, on a retrouvé des empreintes digitales du coupable de tout ça, qui effectivement, on voit très bien que ces oiseaux ont piétiné cet espace et on en a eu, là vous avez l'île de Fort-Pâté ici, et on voit ces colonies effectivement de goélands, il y en a des plus jeunes d'ailleurs, on les voit à leur couleur, à leur plumage, et donc ces oiseaux qui viennent chercher du poisson, on profite également pour laisser des fientes, et donc dans ces fientes on va trouver des graines quelquefois, mais également dans leur plumage, dans leur cerf, on va se retrouver du coup avec une colonisation, et d'une certaine façon, ces animaux, ces oiseaux vont commencer à ensemencer. Dans du sable, il ne pousserait pas grand-chose, mais vu ce qui va se déposer par la suite sur le sable, eh bien, vous avez effectivement quelque chose qui commence à annoncer l'avenir de ces terres-là, si de la bonne terre vient être déposée dessus. Et donc, c'est ce qui va se passer dans un second temps. Plus notre banc de sable est exondé, plus le banc de sable est découvert à marée basse, plus évidemment, c'est plus du sable que ça va retenir, mais des éléments encore plus fins, c'est-à-dire ces éléments du bouchon vaseux dont parlait Eric, et qui va effectivement nous donner naissance à autre chose qui n'est plus un banc de sable, mais un banc de vase, que dans notre parler nous allons appeler un vasard. Et donc dans le vasard, vous avez effectivement des dépôts plus fins, parce que on est sur des terres qui sont de plus en plus hors d'eau une bonne partie de l'été, hein. Il passe presque plus d'eau à marée haute, ou même quand il passe de l'eau à marée haute, il passe à peine 1 mètre d'eau. Donc du coup, c'est pas du sable qui est transporté, mais uniquement des éléments fins. Et donc plus ces terres seront exondées, plus on va se retrouver effectivement avec un arrêt de plus en plus marqué. C'est le serpent qui se mord la queue, hein, c'est-à-dire que plus c'est haut et plus les éléments qui se déposent dessus vont être fins et plus évidemment ils vont être hors d'eau. Et donc on a effectivement dans ce cas-là quelque chose qui continue à évoluer, tout doucement, mais qui continue à évoluer, qui est effectivement le vasard de la Marque, qui est en train de se raccrocher tout doucement à l'île verte. Donc lui, il a pris de l'essor. À marée basse, d'ailleurs, aujourd'hui, on passe pratiquement à pied sec entre ce banc de vase et l'île verte. Donc voilà, c'est en train de boucher ce bras secondaire de l'estuaire. Alors voilà, hein, comment ça commence, hein, c'est très fin dans un premier temps, hein. Alors ça peut être juste le temps de l'été, hein, c'est-à-dire que l'hiver, il suffit d'un bon coup de vent et puis d'une bonne tempête pour que ces bancs de sable soient entièrement nettoyés. Mais on voit très nettement que ça commence par des fines couches de terre. C'est des particules très fines, c'est très doux au toucher, hein, c'est vraiment de la vase. Et donc c'est quelque chose qui, on le voit, ça se dépose juste sur le sable dans un premier temps. Et puis après, on voit très bien que la couleur varie, hein, la couleur du sable et de cette terre n'est pas la même. Et puis, il suffit d'une année où il n'y a pas de grands coups de vent, pas de grandes tempêtes, pour que finalement l'engraissement de toute une année persiste et qu'on se retrouve effectivement à des dépôts successifs et à un dépôt par marée. C'est-à-dire que chaque marée va nous déposer une lamelle de terre très très fine, mais qui fait qu'effectivement tout ça s'accumule et va prendre de plus en plus d'altitude en étant exondé. Dans tous les cas, on ne dépassera pas 3 mètres d'altitude. Les îles les plus marquées, et encore bien souvent, c'est la hauteur de la digue, 3 mètres, 3 mètres 50.
Et donc, dans ces parties-là, on est encore en zone largement couverte par les marées, hein, on le voit, avec cette couleur brillante que laisse la vase. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la coupe que ça peut donner. On s'était amusé à faire des… Alors voilà, ça donne… Comme on a de jolis dessins avec le sable, ça fait la même chose avec la terre. Ça, c'est que de la boue. C'est que de la vase, c'est très joli. C'est très fin. Alors là, vous pouvez avoir pratiquement déjà 40 cm de terre quand vous marchez là-dedans. Je vous conseille de le faire plutôt pieds nus. Bon, ce n'est pas désagréable. Au milieu de l'estuaire, il n'y a pas de risque. Vous amusez pas à faire ça sur les berges de l'estuaire parce que là, vous allez vous planter le pied sur tous les débris qu'on a pu jeter sur le bord du fleuve. Au milieu du fleuve, ça reste relativement vierge et c'est très joli. Et donc, on s'était amusé effectivement à faire des tranches dans ces dépôts de vase. Et là, c'est absolument magnifique parce que vous voyez effectivement apparaître le dépôt de chacune de ces marées. C'est-à-dire que chaque petite lamelle de terre que vous voyez, je crois que j'en ai une qui est un petit peu meilleure que ça. Voilà, on voit très nettement ici que chaque marée va déposer effectivement petite particule de terre qui est ridicule. C'est quelque chose de même pas, cette fois à peine 1 millimètre d'épaisseur. Ça varie beaucoup d'une saison à l'autre. Ils sont plus marqués effectivement l'été, mais on voit très nettement qu'on a un empilement de sédiments. Et donc, effectivement, voilà, j'ai essayé de m'approcher au plus près. On voit très nettement. Alors, ça peut très bien être détruit par une tempête l'hiver d'après, mais ça peut aussi tenir en place, persister. Et effectivement, ça va tenir lieu de bon engrais, je dirais, à ces fameuses graines qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si, Eric, tu as des choses à rajouter là-dessus, parce que je sais que c'est quand même ta partie. Alors, juste, oui, j'essaye de mesurer ton empreinte et ta pointure. Oui, zut, j'ai été repéré. Non, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il vaut mieux pas. On a failli perdre un caméraman une fois là, lors d'un tournage de, je crois, des Cap Sud-Ouest ou je ne sais plus qui. Enfin bref, peu importe. Mais non, rajouter, je vois qu'il y avait une question par rapport à 1770, mais bon, là, on voit les empilements, comme tu l'as dit, de couches sédimentaires et le temps aussi que ça peut prendre pour se compacter petit à petit. La question par rapport à 1770, c'est sur la déglaciation. Donc oui, le petit âge glaciaire, mais on en reparlera peut-être à la fin. Tu as pas mal de choses, je pense, à dire là-dessus. Vas-y, réponds, Eric. Vas-y, réponds, parce que je crois que ça te concerne plus que moi, finalement. Alors, en tous les cas, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à ça, c'est qu'en fait, les crues exceptionnelles de 1770 et quelques-unes après au 18e, 19e, et même début 20e éventuellement, c'est qu'on avait donc beaucoup de glace et on a eu des phénomènes de crues encore plus hauts au niveau potentialité et au niveau capacité érosive de gros éléments donc, qui sont arrivés jusque sur les berges du fleuve et dans l'estuaire lui-même. On a sur celle de 1770 qui est plus importante que la plupart des autres, mais il y en a eu pas mal comme ça, mais où on nous dit que sur les bords de l'estuaire justement ou de la Garonne d'ailleurs, on met plusieurs semaines à enlever le sable et le gravier pour retrouver la potentialité des terres agricoles de bordure. Donc voilà. Mais sinon, oui, pour le banc, là, c'est le banc de Plassac que tu Oui, c'est ça, c'est le banc de Plassac, oui, tout à fait, oui. On a eu alors, une végétalisation, comme je disais tout à l'heure, mais bon, je crois que tu l'as redit, donc je ne rajouterai pas grand-chose de plus. Simplement, bon, ce banc, on va continuer à le suivre aussi pour voir comment il va pouvoir s'étaler un petit peu plus et puis les zones qui sont décapées. Est-ce que c'est les zones les plus récemment sédimentées ou est-ce que c'est des zones encore plus anciennes? Parce que justement, on a quand même un banc qui est très très vieux aussi, qui faisait partie peut-être des cartes que tu as montrées au tout début, même s'il n'avait pas la configuration peut-être exacte actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des réassemblages qui se font verticalement, on va dire, avec la formation, et aussi horizontalement avec des bancs qui prennent encore plus de place et qui se mélangent avec le sable que tu as noté également tout à l'heure. Et je suis allé vous chercher une photo que j'ai prise dans les Pyrénées. On voit très nettement que ce que vous avez là, hein, qui peut se retrouver certaines fois sur le plan géologique dans des niveaux, on retrouve par exemple dans les Pyrénées, c'est la photo suivante, hein, voilà où je suis à la Reims, hein, dans les Pyrénées, au-dessus de Pau, et donc je suis au col de Goura, et on voit très nettement dans cet empilement pyrénéen des choses qui ressemblent fortement, hein, qui viennent des fonds sous-marins, Eric, hein, je crois aussi, hein, de toute façon. Alors, oui, ça doit être des… Comment on appelle ça? Alors, je ne suis pas géologue. Des empilements d'argile qui datent de quelques milliers, voire même millions d'années, ouais, je pense. C'est des schistes, je pense. Ça. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que je peux dire que j'habite juste en face du banc de Plassac? Oui, monsieur Briot, oui. Que d'une part,
ce banc sablonneux n'existait pas sur les cartes d'autrefois, mais ça, c'est pas ma spécialité. Mais par contre, pour surveiller le banc de Plassac, la fameuse île, elle a été formée en 2012, elle est disparue en 2018. Elle faisait largement les 3 mètres de haut au milieu. Voilà, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et donc, pour revenir à mon île de Plassac, enfin, banc de Plassac, je reviens à l'image que je vous ai montrée précédemment, qui fait qu'une fois que la bonne terre est arrivée, finalement, ce qui avait été ensemencé va avoir effectivement les bons éléments pour pousser. L'estuaire de la Gironde est assez réputé pour ça. Et donc voilà, c'est ce qu'évoquait Eric il y a quelques minutes de ça. Ces graines vont avoir le terreau nécessaire finalement pour pouvoir sortir un petit peu, surtout que ces terres sont ennoyées de façon exceptionnelle, finalement, une partie de l'année. Et donc, à partir du moment où on est arrivé à ce stade-là, ça va retenir encore plus de terre et ça va continuer à faire monter effectivement le niveau sédimentaire là-dedans. Et donc, progressivement, on va se retrouver effectivement avec un enracinement qui est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui va solidifier notre banc de terre en même temps. C'est-à-dire que ces racines, ces rhizomes que vous avez là-dedans, qui pour certains concentrent les oxydes de fer, vont créer certaines fois de véritables racines tunnelées qui sont extrêmement robustes et qui peuvent tenir effectivement cette terre, la solidifier et ils vont lui permettre de passer à une étape au-dessus. Donc voilà, effectivement. Oui, je rajoute pour la partie justement biologique. Alors, 2 choses. J'ai mis encore une fois sur le chat des vidéos justement. Alors, il y a quelques beaux gosses qui sont dessus. Il y a Didier et Eric qui interviennent justement dans le cadre de l'émission Cap Sud-Ouest. D'autre part, sur la partie, on va dire biologique, sur ce que tu parlais, notamment tout à l'heure, ce dont tu parlais sur les goélands, c'est que beaucoup d'oiseaux s'en servent aussi de zones de repos, pas seulement de chasse, mais de repos. Justement, à marée basse, ils sont tranquilles sur cet endroit-là. Effectivement, comme tu l'as dit, ils viennent ensemencer ces graines qui viennent aussi et surtout par l'eau, tout simplement, qui vont être transportées, ce qu'on appelle les hélophytes. Donc, ils aiment bien les lieux humides. Et donc, on va retrouver, alors là, ce que tu montres, c'est du jonc aigu, où il me semble, où c'est... je parle sous le contrôle aussi de Bégonia, mais il me semble bien que c'était cette espèce qui avait poussé sur le banc de Plassac. Et cette végétalisation, comme tu le dis, c'est vraiment une étape fondamentale de la fixation des berges, mais aussi, quand ça part, ça enlève aussi des gros morceaux. Et on arrête de te couper la parole parce que sinon, tu vas finir à minuit ce soir. Non, nous sommes 100, ça y est, nous sommes 100 connectés. Bravo, tu as battu le record. C'est un travail d'équipe et en même temps, justement, ça touche bien les compétences de terre et océan, c'est-à-dire qu'on a, on a un point commun qui est l'estuaire et on a 1001 approches puisque nous sommes tous issus de milieux scientifiques différents. Et là, pour le coup, on a un regard croisé et c'est extrêmement complémentaire. Donc, on aurait pu faire ça à 4 ou 5 voix, ça aurait été beaucoup plus logique au bout du compte. D'ailleurs, lorsqu'on a fait la première conférence, j'étais pas tout seul, nous étions, je crois, 2 ou 3, pareil, à intervenir de cette façon-là. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir, tout le monde en profitera et c'est beaucoup plus complet comme ça. Et donc, l'image que vous avez là, on voit très nettement effectivement ces racines qui vont tenir ce sédiment et puis les solidifier pour faire qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement qui, entre autres l'été, est un peu saumâtre quand même aussi. Donc, ces plantes vont vivre dans un milieu quand même assez entre deux. On n'est pas dans l'océan, mais on n'est plus non plus dans de l'eau douce. Donc voilà, c'est des plantes adaptées à cet environnement très spécifique. Et donc, au bout d'un moment, cette végétation va prendre de l'ampleur, en hauteur. Et donc, du banc de sable, première étape, au banc de vase, le vasard. Les anciens qui avaient un terme, on a longuement eu l'occasion d'en discuter avec entre autres des pêcheurs ou des marins, des chasseurs également, qui avaient l'occasion de nous expliquer qu'il y avait une étape supplémentaire qui, dans le terme pour nous donnerait l'impression d'être un synonyme de vasard, mais dans le patois local, et qui est le fagnard. Le fagnard en patois, la fagne, la vase, c'est quelque chose qui correspond bien de la vase, mais dans la vision qu'ont laissé les anciens, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un témoignage qui correspond peut-être à une vision ancienne, parce que globalement, pour tout le monde, on parle de vasard, point à la ligne. Les anciens voyaient une étape importante entre 2 formes de vasard. Le vasard peu évolué et le vasard plus évolué. Et donc, du coup, on pouvait se retrouver avec 2 termes un petit peu différents. Parce que le vasard plus évolué, c'est sans que l'homme intervienne nullement encore dans tout ça, tout du moins pas de façon directe. Ça va être l'étape où la végétation va certaines fois dépasser 2 mètres de haut et qui va déjà être l'occasion éventuellement de voir autre chose que du jonc, comme vous l'avez présenté, et qui peut commencer à voir apparaître effectivement peut-être de petits buissons ou d'autres espèces. Et donc, pardon, excusez-moi, là il y a eu un loupé. Voilà, on va donc se retrouver effectivement avec une végétation de plus en plus colonisante, beaucoup plus en plus haute. Et donc voilà, ce qu'on voyait sur le banc de Plassac dans sa partie la plus développée, qui était particulièrement spectaculaire, c'est que quand vous rentriez là-dedans, ça faisait 2,20 m
très précisément. Là, la fois où on avait débarqué, j'ai essayé de rentrer là-dedans. Alors évidemment, j'ai dérangé qui? Pas grand monde, mis à part effectivement de la faune. C'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur des nids. Il y avait des nids avec des œufs. Il y avait également donc il y avait des oiseaux. On voyait très bien qu'éventuellement ces bancs étaient déjà largement auraient pu servir de base à des chasseurs. C'est-à-dire que ça aurait pu être effectivement un endroit sur lequel les chasseurs auraient pu débarquer. La pêche, pourquoi pas, mais c'est plus compliqué. Mais c'est impénétrable, c'est absolument impénétrable, puisqu'on se retrouvait avec des corps morts, avec des choses diverses, qui faisaient que ça retenait encore plus l'eau et ses sédiments fins, et que ça continuait à monter. Alors, Plassac, ça va s'arrêter à cette étape 3. On aurait pu avoir une étape 4 qui était une végétation encore plus haute, faite entre autres d'espaces arborés, de répicilves, et qui fait que là, on rentre effectivement dans l'étape finale, la 4e étape, telle que l'envisage. Alors voilà, encore quelques images de cette jolie végétation telle qu'on l'envoyait avant que le banc de Plassac ne disparaisse, et qui fait qu'effectivement, étape 1, banc de sable, étape 2, vasard, étape 3, vasard évolué, fagnard, si vous le voulez, et enfin, étape 4, une île, telle que les définissent les géographes et les historiens. Alors, on va voir que malgré tout, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Pour ce qui est de la présentation qu'en font les historiens en particulier, une île, c'est une terre insulaire à partir du moment où on a une végétation permanente qui tient dessus, sans obligatoirement que l'homme intervienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de la forêt, c'est une île. C'est une ripisylve. En espèces, on va plutôt se retrouver avec effectivement des choses qui ont l'habitude d'avoir les pieds dans l'eau, de l'aulne, du frêne, du chêne, de préférence. On a bien essayé le peuplier, mais c'était un échec parce que c'est quand même relativement trop humide. Donc, on ne récoltera jamais aucune exploitation de peuplier sur ces îles, ça ne marchera pas. Mais voilà, pour un historien, c'est quand vous êtes devant une terre comme celle-ci, on peut considérer qu'on a effectivement affaire à une terre insulaire qu'on peut qualifier d'île. Donc voilà, on est très très loin de ce que nos journalistes du banc de Cordouan avaient appelé une île alors qu'on n'avait qu'un banc de sable. Figurez-vous que ça ne convient pas aux géographes. Les géographes ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et je me souviens d'échanges avec ces enseignants de Bordeaux 3, à qui j'ai le plus grand respect, il n'y a aucun problème, mais c'est très intéressant, qui pour eux, une île n'est une île et ne peut porter ce nom-là que lorsqu'elle est rentabilisée sur le plan économique. C'est moins romantique déjà, c'est bien moins romantique comme présentation. C'est-à-dire que pour eux, une île est obligatoirement une île à partir du moment où elle est endiguée, par exemple, et qu'elle peut être labourée, transformée en terre pour pouvoir être cultivée, ou éventuellement, autre possibilité, elle peut, alors là c'est là que du coup on peut renverser la tendance, avoir une rentabilité pour la chasse. On peut très bien avoir une île sans digue, mais qui peuvent être des espaces aménagés artificiels pour la chasse au canard, d'où les pièces d'eau qu'on a vues tout à l'heure. Et j'avais envie de leur dire, voilà, alors regardez, nous, on est arrivé avec des groupes de personnes qui ont débarqué en bateau. Ils sont effectivement sur une terre qui est rentabilisée sur le plan économique. Alors ça irait dans le sens peut-être des géographes, mais on est sur un banc de sable. Et là, du coup, je ne suis pas d'accord, on est sur un banc de sable et pas sur une île. Donc voilà, on peut s'amuser longtemps à chipoter entre nous sur la définition de l'île, mais effectivement, dans la définition très stricte qu'avaient dressée les géographes du 19e siècle, ils insistaient bien sur la rentabilité économique d'une île, et donc il fallait que ça rapporte quelque chose à l'être humain. Donc, voilà, soit on peut effectivement rester sur cette idée qui est quand même un petit peu moins poétique. Alors voilà ce que ça peut donner. Là, nous sommes sur l'île Philippe, je crois, ou l'île de Patiras. C'est l'île de Patiras, avec effectivement le côté céréalier, la culture du maïs, qui n'est pas du tout née dans les années 1960, comme j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps dans un ouvrage. On cultivait déjà du maïs sur les îles au XVIIIe siècle, donc 18e, début 19e siècle, sous Napoléon Ier en particulier. Donc voilà, ce n'est pas une invention de la seconde moitié du XXe siècle, mais évidemment, ces terres mises en valeur, ça surtout évidemment les terres liées à la culture de la vigne, avec cet épisode du phylloxéra dans les années 1870, surtout 1880, qui fait que voilà, les îles sont devenues célèbres dans l'estuaire et surtout ont eu une rentabilité très forte à cette occasion-là. Autrement, ça n'a jamais été vraiment le cas. Ça l'est plus d'ailleurs du tout aujourd'hui. On voit très nettement que ce n'est pas des terres qui sont financièrement viables. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elles sont en train d'être un petit peu oubliées et délaissées, parce que ça ne rapporte plus autant que ça n'a pu rapporter à partir de la crise du phylloxéra. Alors cette crise du phylloxéra, je suis allé chercher un auteur que j'aime beaucoup. Il y a les gens qui veulent un petit peu travailler les îles à travers les romans qu'on a pu en écrire. Il y en a deux importants. Il y a celui de Benoît, Pierre Benoît, sur l'île verte. Les deux ouvrages parlent de l'île verte d'ailleurs. Il y a Décalage dans le temps. Pierre Benoît, c'est plutôt avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis Pierre Siré, lui, c'est beaucoup plus près de nous. Et donc, ils ont une vision très, très différente.
Chez Benoît, on a l'impression que les îles, c'est presque le bagne. Moi, j'ai l'impression, en lisant Benoît, de retrouver une vie dure, hein. C'est presque du Zola ou du Mauriac, hein. C'est sombre. Ce qui est plus du tout le cas chez Pierre Siré. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire cet auteur. C'est plutôt du Jean Giono chez Pierre Siré. Et donc, voilà, c'est très vivant, c'est en couleur. Et donc, il nous explique comment fonctionnent effectivement ces îles quand on les a aménagées. Et donc, voilà, Le Fleuve Impassible, hein, ça a été réédité. Vous trouverez ça en bouquin d'occasion. C'est un très, très beau roman. C'est très beau. Et c'est une très belle présentation de toutes les îles de l'estuaire, mais en particulier de l'île verte. Et il écrit ceci, donc, sur le phylloxéra. Avant leur déchéance, les palus connurent une période faste grâce au phylloxéra. Bien que dévastateur comme une plaie d'Égypte, ce fléau avait fait la fortune des vignobles inondables. Il suffisait de les mettre en eau pendant l'hiver pour anéantir l'indésirable puceron. Je rappelle que le phylloxéra est un insecte et que ce n'est pas une maladie ou un champignon. En sorte que pourvu d'un système d'écluses, des martelières et des pompes, les îles de la Gironde et de la presqu'île d'Ambès demeurèrent en pleine production au moment où, dans la quasi-totalité du vignoble, il fallait remplacer les plants français par des porte-greffes américains. Apparaissait ainsi en janvier et février un paysage diluvien. Les îles étaient transformées en bassins de piscine, hein, pratiquement. Seuls émergeaient des immenses miroirs figés sous le ciel gris, les digues plantées d'arbres et les têtes des carassons de la vigne noyée. Cette image hivernale de l'île s'est imposée à ma mémoire chaque fois que j'ai contemplé des terres submergées. La marée me rassure, l'inondation me fascine. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Pierre Siré, je peux que vous inviter, c'est absolument sublime, Le Fleuve Impassible. C'est un homme qui a connaît bien l'estuaire et qui est à cheval sur nos deux régions. C'est-à-dire qu'il a une partie de sa famille qui est Saint-Onges, Gabaille, et l'autre partie qui était Occitane. Et voilà, c'est un homme qui connaît les deux rivages de l'estuaire. Il est aujourd'hui enterré dans le cimetière de Saint-Cier-sur-Gironde. Donc c'est effectivement une vision de cette rentabilité excessive, hein, des îles. On est arrivé à une production, je dirais, industrielle, avec une omniprésence de la vigne, qui est quelque chose qui effectivement va tenir. Alors, c'est une surprise parce que ces îles, elles ne rapportaient pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elles appartenaient à des gens qui étaient souvent peu connus. On avait un métayer qui vivait sur place et qui faisait qu'effectivement, on avait on vivait, il y avait une famille, en gros un couple et puis des enfants, et on faisait de la polyculture. Alors c'est une énorme curiosité. Je sais pas, c'est sans doute un hasard. C'est pas possible que ce soit autre chose qu'un hasard. Toutes les îles de l'estuaire de la Gironde vont changer de main sous Napoléon III, en gros entre 1855 et 1870. C'est sans doute un hasard. Personne ne pouvait prévoir la catastrophe qui arrivait. C'est-à-dire que personne ne pouvait prévoir qu'en vendant toutes ces îles, les gens qui allaient les acheter, qui en plus étaient des gens richissimes, l'île verte appartenait au maire du 8e arrondissement de Paris, à Belle-Laurent. L'île de Sampin ou l'île Bouchot appartenait à de grands notables, dont des négociants bordelais. Donc c'était des gens qui, en gros, n'avaient pas besoin de plus d'argent, mais ils vont avoir un coup de bol immense d'investir sur des terres qui valaient rien, qu'ils ont acheté une bouchée de pain, et tous vont se retrouver avec une rentabilité, mais au centuple pratiquement, parce que de ces terres de palus, on va avoir le seul vignoble existant en Gironde. Donc on ne peut pas les accuser d'avoir été au courant de l'arrivée du phylloxéra, mais c'est une curiosité, c'est un curieux hasard qui fait qu'effectivement ces gens-là vont avoir effectivement une rentabilité telle que ce sont les seuls à produire du vin chez nous, et ce vin-là va même prendre l'appellation Médoc. Ça, c'est complètement aberrant jusqu'au bout. Donc ce vignoble aujourd'hui, il n'est présent plus que sur l'île de Margaux. Il est en train de finir de crever sur l'île verte, et puis il est présent également sur l'île de Patiras. Bon, c'est un vin dit de palu, malgré ce que certains propriétaires voudraient nous laisser entendre. C'est un vin gras, c'est un vin tiré de terre de marée, qui au mieux faut prendre le nom de Bordeaux supérieur, si vous voulez. C'est ce qu'on a appelé longtemps le vin de palu. Donc voilà, ça c'est évidemment le plus beau vignoble qu'on puisse avoir, c'est quand même celui de l'île de Margaux. Quand on faisait des photos sur celui, c'est toujours à Margaux, bien évidemment. Essentiellement du vin rouge, on a eu du vin blanc un temps, mais c'est du vin rouge. Et évidemment, quand on fait le lien avec les photos qu'on a fait au début des années 2000 sur le vignoble de l'île verte, quand vous ne voyez pas un brin d'herbe pousser dans un rang de vigne comme ça, vous avez le droit de vous poser la question et la réponse va venir toute seule. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas grand monde pour surveiller, mais on pourrait longuement parler de tout ce qui est pesticides sans aucun problème.
Donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne se présente plus comme ça. Ces vignes n'existent, je crois, plus. Et donc c'était le vignoble de l'île verte à une époque où ça appartenait à… Je ne dirai pas le nom parce que je ne veux pas avoir de problème. Voilà, je laisse tomber. Mais c'est évidemment sur ces îles qu'on va du coup aussi commencer à voir arriver des gens qu'on n'avait jamais vus. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur l'île Sampin, par exemple, on avait 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants au début du 19e siècle. Il y avait très peu d'habitants sur ces îles. Le fait d'établir des vignobles avec une culture omniprésente de la vigne va nécessiter, à une époque où il n'y a pas de tracteurs, à une époque où il n'y a pas encore une mécanisation de nos vignobles girondins, va nécessiter une main-d'œuvre énorme qui fait qu'on va se retrouver effectivement avec plus de 1500 habitants au début du XXe siècle sur les îles, sur 6 grandes îles principales de l'estuaire, c'est-à-dire Cazaux, l'île du Nord, l'île Verte, l'île Sampin, Bouchot, Patiras. Ce sont effectivement les îles qui vont concentrer 6 villages. Certains sont construits d'une seule traite. À Belle-Laurent, on va nous construire un village ouvrier, c'est très net, sur l'île verte. Et donc, on a la possibilité d'y faire vivre jusqu'à 250-300 personnes, ce qui est énorme. Et puis, il y en a d'autres qui vont évoluer progressivement dans le temps. Sur Patiras, par exemple, ou sur Bouchot, c'est des maisons qui apparaissent au fur et à mesure qu'on a besoin de place pour loger du monde. Un autre village imposant qui, lui, a été construit pratiquement d'un seul tenant, c'est l'île Nouvelle, l'île Sampin, très précisément. On va se retrouver avec 2 rues, avec un carroyage, avec un plan en damier pratiquement. Et puis, dans de nombreux cas, on aménage un château via le propriétaire qui n'est là qu'exceptionnellement, souvent l'été. Cette communauté d'hommes et de femmes qui vivent là-dessus sont généralement des ouvriers agricoles et qui sont tenus par le régisseur. Bon, ça, c'est quelque chose qui était largement développé, qu'aimaient développer des gens comme Yves Castex, par exemple, lorsqu'il nous présentait les îles. Il aimait longuement revenir sur ce paysage, puisque on va se retrouver effectivement avec des gens extérieurs aux îles, comme effectivement l'instituteur, dont vous avez ici l'une des dernières écoles encore en état. Il y en a eu 6 au total sur les îles de l'estuaire de la Gironde. C'est la dernière aujourd'hui qui soit en état. Il y en a encore 2 autres qu'on peut voir, mais qui sont en assez mauvais état. Mais voilà, c'est un monde qui est à l'image du monde d'Ancien Régime, hein. Mais comme toutes les campagnes, c'est-à-dire que ce que l'on vit sur ces îles au XIXe siècle n'est pas plus ou moins bien que ce que l'on vit sur le continent en Médoc ou en Blayais-Bourget. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des communautés paysannes qui certaines fois sont importantes. Le propriétaire n'étant pas là, c'est le régisseur qui contrôle la vie de tout le monde. Donc là aussi, je voudrais mettre un terme aux mauvaises idées qu'on a là-dessus, hein. On n'exploite pas ces gens-là dans le sens où ils sont maltraités. On l'est pas plus que dans certains domaines du continent. On n'a pas plus sur ces îles de personnel étranger que sur le continent. Ça, c'est une erreur de raconter ça. On l'a vu longtemps écrit dans la littérature, ce n'est pas vrai. Les gens que l'on voit dans les années 1880-90 jusqu'à la guerre de 14, voire même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sont pratiquement à 99, si ce n'est pas 100%, des gens de la rive droite ou de la rive gauche qui sont issus des milieux agricoles et ruraux de Gironde. On a bien un ou 2 Italiens qui passeront, mais c'est très discret, portugais ou espagnol. Ça commencera juste effectivement à marquer un peu les esprits en 1970, où on va se retrouver effectivement avec des groupes de gens issus d'Afrique du Nord, de Maghrébins, qui vont travailler effectivement sur les îles. Mais je vous dis 1970, à un moment où il n'y a plus beaucoup d'habitants sur les îles. On est très loin des 1500 habitants évoqués tout à l'heure. Donc souvent, ce sont des gens qui font leur premier travail, leur premier boulot. Ce sont souvent des gens jeunes, souvent célibataires, quand ce sont des hommes ou des jeunes couples, et qui arrivent sur les îles pour leur première expérience professionnelle. Et donc, effectivement, ces villages sont souvent conçus avec il y a des fois, ça fait penser quand même un petit peu à certains ouvrages d'Émile Zola, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une hiérarchie où quand vous arrivez dans le village, les nouveaux venus sont expédiés à l'autre bout du village. Et puis, au fur et à mesure que vous y restez, en gros, vous remontez la rue du village comme si vous remontiez les échelles sociales. C'est pratiquement ça. Mais voilà, le personnage clé qui dirige tout ça, ça reste effectivement le régisseur. Et donc, dans ce village de l'île Nouvelle que vous avez là, on va se retrouver avec souvent des jeunes couples. Alors, on met les célibataires à l'écart, souvent, et pour éviter les incidents. On va vite comprendre pourquoi. Et puis, les jeunes couples vont avoir 1, voire 2 enfants. Certains appartements, comme c'est le cas ici à gauche, sont conçus pour pouvoir loger, effectivement, il y a 2 chambres. Et donc, on peut loger un couple et puis 2 enfants.
mais au-delà de 2 enfants, il est très rare que les jeunes couples qui sont là persistent et ils vont ensuite retourner sur le continent. Et voilà, en gros, on a beaucoup de gens qui, passés 30 ans, ne restent pas sur les îles, préfèrent retourner travailler sur le continent. Et entre autres, la place des enfants y est pour beaucoup. Voilà, donc le régisseur gère tout, le temps de travail, le côté contrôle également de ce qui se passe sur le pourtour des îles, hein, parce qu'une île n'existe que si les digues sont entretenues, donc ça c'est indispensable, donc ça il y est attentif. C'est lui également qui va gérer les vendanges, qui va effectivement, ça c'est quelque chose d'important. Pourquoi je précise ça? C'est que le personnel agricole qui travaille sur ces îles au 19e siècle est un système, c'est basé sur le système du prix fêtage. Ce sont des prix fêteurs, c'est-à-dire que le prix fait, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes payé à la pièce de vigne à travailler. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, employer qui vous voulez, travailler en couple, la femme, l'homme, voire y faire travailler les enfants. À partir du moment où le travail est fait, on ne vous embête pas. C'est-à-dire que vous avez une superficie à travailler et vous vous débrouillez, il faut que ça soit fait. Il n'y a qu'une chose que vous ne ferez pas, c'est la vendange. Tout le reste après dedans, généralement, c'est effectivement de votre domaine. Après, s'il faut effectivement labourer, bon, on fera intervenir qui il faut. Mais voilà, vous avez à gérer toutes les façons. Et c'est quelque chose qui est bien hiérarchisé et on y est extrêmement attentif. La femme du régisseur est également aux côtés du régisseur, et c'est important. Elle va gérer le côté un petit peu social et entre autres vérifier, on va dire, s'occuper de la moralité de la vie sur les îles. Alors ça, c'est pas systématiquement sur toutes les îles, mais on a effectivement, souvent, c'est elle qui s'occupe du catéchisme, par exemple, pour les enfants. C'est elle qui va s'occuper de l'accueil des vendangeurs qu'on reçoit pour les vendanges, parce que ça va doubler quelquefois la population des îles. C'est-à-dire que de 250 personnes présentes dans certains villages, les plus importants, eh bien, on peut se retrouver avec le double de personnes le temps des vendanges. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu logement, c'est elle qui gère ça. C'est elle qui gère également les problèmes de couple, étant donné qu'on a un gros problème de surconsommation d'alcool et de vin en particulier sur ces îles. Les soirées sont généralement assez musclées et tourmentées et les femmes battues sont très nombreuses sur les îles. C'est là que la femme du régisseur peut intervenir. Également, c'est elle qui peut éventuellement aider s'il y a un accouchement, parce qu'il est assez rare que la sage-femme ou le médecin accoucheur ait le temps d'arriver. Donc voilà, elle s'occupe un petit peu aussi du côté médical, même si les vaccins, quand ils arrivent, c'est plutôt le régisseur lui-même qui se charge des vaccins. Vous voyez que ça peut être dangereux, hein, cette vie fermée. Il suffit que vous tombiez sur quelqu'un d'un petit peu vicieux et de malhonnête pour que tout de suite ça devienne une vie d'enfer. Voilà, tous les régisseurs n'ont pas été des gens vicieux et malhonnêtes, bien heureusement, mais on a eu des cas dont parlent effectivement certains auteurs comme Benoît en particulier. Donc on est effectivement sur des sociétés qui sont un petit peu fragiles. Alors il y a des chances, il y a des gens quand même qui échappent dans ce système ilien. Il y a des gens qui échappent un petit peu à cette vie-là. Il y a en particulier 3 personnages. Le premier, c'est le maître de chai. Le maître de chai, qui lui travaille sur l'arrivée de la vendange et sa transformation, est entièrement autonome, indépendant, il ne relève que du propriétaire. C'est-à-dire qu'il n'a aucun compte à devoir au régisseur. Si bien que des fois, les révélations n'étaient pas toujours des meilleures. Il était aussi bien logé que le régisseur et généralement, il était logé lui-même en couple et avait un bon salaire. Donc voilà, c'était un concurrent direct du régisseur, mais il n'avait à gérer que le personnel dans les chais. Il ne s'occupait pas du travail sur les vignes. Donc ça, c'est un personnage important. Deuxième personnage indépendant et important, le marin. Le marin dont Yves Castex nous parlait longuement là aussi, le marin qui est essentiel parce que c'est lui qui est, je dirais, celui qui permet de s'échapper si c'est nécessaire. C'est lui qui fait venir le facteur. Il fait venir le courrier. Si le facteur ne veut pas venir, c'est lui qui ramène le courrier. C'est lui qui emmène les femmes une fois par semaine, généralement au marché. Sur l'île de Sampin, les femmes ont le droit d'aller au marché le samedi matin à Blaye. On a ça également pour Mako. La foire de Mako fait que généralement les îlots, qui sont les gens qui habitent sur les îles, ont le droit effectivement d'avoir ce passage. C'est lui qui ramène le médecin, le pêcheur. C'est lui qui par la suite, le marin. Alors je dis pêcheur parce qu'effectivement, il n'a pas à travailler sur l'île le reste du temps. Si bien qu'il a effectivement la possibilité, lui aussi il est indépendant et il relève normalement que du propriétaire. Mais il est obligatoirement en lien avec le régisseur. Et donc, ça peut varier beaucoup d'une île à l'autre, hein, mais c'est quelqu'un d'important. Et donc, on le voit à plusieurs reprises troquer son temps restant, il pêche, et donc échanger des quantités de vin avec le personnel agricole. Donc, en gros, il donne ce qu'il a pêché, du poisson, et en échange, il reçoit quelques litres de vin, ce qui fait qu'il y a du troc et un échange. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de commerce sur ces îles et qu'il n'y a pas de quoi dépenser son argent. Donc ces prix fêteurs sont effectivement ont un salaire très modeste, qu'ils n'ont pas d'occasion de dépenser, si bien que ça permet pour certains qui restent 10 ans sur les îles
d'accumuler un petit salaire, mais confortable lorsqu'ils vont quitter l'île. Le reste après du salaire, c'est en bien matériel. C'est le logement, c'est le droit d'avoir un clapier, d'avoir un jardin potager, d'avoir un cochon, donc lapin, cochon, poulailler également, un cochon par an maximum, c'était largement suffisant à cette époque-là. Donc on vivait comme on vivait sur le continent. Et puis le reste, c'était en vin. Alors, ce n'était pas le vin de la première qualité, hein, c'était de la piquette, mais c'était un vin qui était souvent un vin un petit peu accompagné d'eau, qui dépassait quelquefois à peine les 7-8 degrés. Hein, c'était pas un vin de grande qualité. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle volontiers la piquette, mais qui sur certaines îles, c'était absolument effroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec une quantité de vin qui pouvait être de l'or. Alors, ça dépend des époques. Ça dépend des îles, ça dépend un petit peu de ce que l'on avait et de l'état de crise aussi du vignoble de cette époque-là. Quand on va se retrouver avec des problèmes de surproduction, ben, on en donnera un peu plus au personnel agricole. Mais on s'est retrouvé certaines fois avec l'équivalent de presque 4 litres de vin par jour et par homme sur l'île. On s'est retrouvé avec 2 litres de vin par jour et par femme. Et du coup, pourquoi pas 1 litre de vin par enfant et par jour. Quand les instituteurs, qui sont les troisièmes, donc c'est le troisième larron, la troisième personne indépendante qui va débarquer sur les îles après la guerre de 14-18, quand ils vont découvrir cette société avinée, parce que c'est le terme. Donc le pire, c'est que ce vin-là n'est pas gardé. Ils n'ont pas le droit de le vendre, les personnels agricoles n'ont pas le droit de le vendre, donc il est consommé. Les enfants arrivaient avec leur carte de vin à l'école, quand les écoles vont fonctionner. Et donc, du coup, on avait effectivement des gens qui étaient déjà bien alcoolisés à midi et le soir qui se tapaient dessus. La plupart des témoins nous racontent qu'effectivement, ça criait très fort dans ces rues de ces petits villages insulaires. Et donc, c'était quelque chose qui était assez terrible. Et donc là, c'est là que les instituteurs ont effectivement montré du doigt cette société un petit peu difficile. Mais j'ai presque envie de vous dire, on avait la même chose sur le continent, dans certaines exploitations agricoles. C'est pas l'état des îles, la seule chose, c'est que les îles, on ne pouvait pas s'en échapper. C'est juste ça. Mais effectivement, c'est un contexte de vie quand même très particulier. Et donc, effectivement, le troisième personnage indépendant, c'est l'instituteur. Alors, la loi sur l'école obligatoire, hein, je vous rappelle que dans toutes nos communes de France, c'est la loi Guizot qui va imposer la présence d'écoles dans nos campagnes, mais qui ne rend pas l'école obligatoire. Donc ça, c'est une erreur, je dirais, d'interprétation. Il faudra donc attendre la loi Ferry, Jules Ferry, à partir de 1880, qui sera validée en 1882, pour que l'école soit obligatoire. L'école sera donc bâtie par les municipalités, donc une école par commune, et le personnel d'enseignement sera donc validé par l'académie, par le rectorat. Mais dans des domaines privés, comme sur les îles, étant donné qu'on est sur des terres privées, hors de question, dans un premier temps, de bâtir une école en domaine privé. Donc, ça veut dire que les enfants des îles doivent aller à l'école sur le continent. Et c'est ce qui va se faire. La seule chose, c'est que si c'est plaisant l'été, ça paraît agréable de vivre sur les îles l'été. Ce n'est pas le cas le reste de l'année. On vit dans une fange permanente, hein, à tel point qu'on ne peut même pas, traîner une charrette entre les vignes. Hein. On fera aménager des lignes de chemin de fer, certaines fois pour déplacer des wagonnets, parce qu'effectivement, tout s'enfonce. Hein. C'est quelque chose qui fait qu'on n'a jamais vu de véhicule, hein, il n'y a jamais eu de voiture ni de camion sur les îles, parce qu'on ne pourrait pas rouler tout simplement. Il n'y a que les digues qui étaient accessibles. Si bien qu'effectivement, on se retrouve avec des conditions de vie l'hiver qui sont telles que les enfants, pour aller à l'école, partent en bateau, et qu'il est malheureusement assez courant que les bateaux chavirent et que les enfants se noient. On a eu des tragédies de ce type-là, entre autres sur l'île du Nord, sur l'île verte. C'était des choses absolument déplorables, qui fait qu'effectivement, les parents... En gros, c'est l'une des raisons pour laquelle on évitait de rester trop longtemps sur les îles quand on avait des enfants. Et donc, arrivé à la guerre de 14-18, il n'y avait pratiquement aucune île avec une école. Il faut donc arriver dans les années 1920 pour qu'on assiste. Et donc, c'est à partir de 1921-1922 qu'on va voir se développer des écoles. Certains propriétaires acceptent que l'on bâtisse une maison d'école publique sur un terrain privé. 2 îles auront la chance d'avoir des propriétaires consensueux. L'île Sampin, avec ce beau joli bâtiment que vous avez ici, et qui est une authentique maison d'école, comme on pourra en avoir sur le continent. Et puis l'île du Nord. Mais cette île du Nord, elle est tombée dans l'estuaire, elle s'est effondrée. Et puis il y a d'autres propriétaires qui n'en ont rien à faire, qui vont accepter, parce qu'ils sont forcés, de donner un terrain pour. C'est le cas sur l'île de Patiras, on va donner une grange qui va être rafistolée pour faire une classe. C'est le cas également sur l'île Bouchot, on va essayer d'aménager un bâtiment, mais c'était correct sur l'île Bouchot. Je crois que le pire, c'est sur l'île Verte, où le propriétaire va donner la moitié de la distillerie.
Et donc, on va couper la distillerie en deux. Et pendant que la distillerie fonctionne derrière la porte qui existe toujours entre les deux, les gamins ont les classes dans la pièce d'à côté. Donc là, ça ne devait pas ranger les choses et qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec des choses qui sont là encore montrées du doigt par les instituteurs. Très mal vu les instituteurs, mais ça, c'est une histoire à part entière. On essaiera de les visser. Et généralement, on ne fait qu'une année. C'est quelque chose qui fait que, mis à part quelques rares enseignants comme Yves Castex, qui est resté 2 ans sur l'île, et je pense que ça lui a coûté cher d'ailleurs la deuxième année, mais sinon, effectivement, on se retrouve avec des instituteurs de jeunes hommes. C'est un peu comme aujourd'hui, quand vous avez de nouveaux enseignants, on les envoie à Créteil ou à Versailles. À l'époque, on envoyait sur les îles de l'estuaire de la Gironde, et donc on demandait de préférence que ce soit que des hommes. Ça a été que des hommes au début, surtout pas de femmes, et des hommes qui maîtrisaient des arts de combat, genre judo, karaté, parce qu'apparemment, c'était dangereux. C'est ce qu'on voulait laisser croire, c'est-à-dire qu'effectivement, généralement, c'était terrible les premiers jours. On essayait de bisuter l'instituteur, là, dans le cas de cette île où nous sommes, là, sur l'île Nouvelle, l'île Sampin, les premiers jours, on tirait au fusil dans les volets de l'instituteur, façon de lui dire, t'es pas chez toi, tu as intérêt de faire attention. Puis généralement, quand il partait à la fin de l'année scolaire, tout le monde pleurait en le voyant partir. Souvent, ces jeunes hommes étaient d'abord remplacé le secrétaire de mairie, comme dans toutes les écoles pratiquement, donc c'est lui qui rédigeait les courriers des Ilouts, mais également il faisait je dirais des cours du soir. C'est des gens fortement appréciés, mis à part quelques rares cas d'instituteurs qui n'ont pas trouvé qui n'ont pas été très à l'aise sur ces îles. Sinon, globalement, ça a été quelque chose d'assez partagé. Voilà. Donc, il nous reste encore quelques instituteurs vivants. La dernière école a fermé ses portes en 1972 de façon officielle, 1975 de façon officieuse. Alors, pourquoi je fais cette distinction-là? C'est qu'effectivement, sur l'île verte, on s'est retrouvé avec une institutrice. On a vu apparaître quelques femmes à partir des années 1960. Et donc, effectivement, elle a refusé de faire fermer l'école. Et donc, elle n'a plus été payée. Et donc, elle s'est retrouvée effectivement à enseigner encore sur l'île pour un seul élève. Et donc, c'est au moment où cet élève a quitté l'île que finalement, elle a accepté de cesser son activité et que l'école a fermé. Donc voilà, officiellement, c'est 1972 sur l'île verte. Officieusement, c'est 1975. Donc voilà, aujourd'hui, il ne reste plus que 6 habitants sur ces îles. C'est une période faste, mais ça a été le seul moment où réellement on a eu du monde sur ces îles qui n'a cessé en fait de régresser par la suite. Et effectivement, c'est un monde un petit peu. Aujourd'hui, on assiste à autre chose, c'est-à-dire que c'est un monde de désertification. Les tempêtes n'ont pas aidé. Alors, j'aurais pu rentrer dans les détails, mais il est déjà 20 heures. Donc, j'aurais pu vous raconter ce qui s'est passé après la guerre de 14-18, c'est-à-dire les difficultés administratives de ces îles, qui ont vu que le vignoble bordelais reconstitué fait que les gens ont porté plainte. Les Médocains ont porté plainte contre les îles parce qu'ils n'admettaient pas que le vin des îles puisse être vendu sous l'appellation Médoc, ce qui était normal. Et donc en 1922, le Médoc porte plainte contre les insulaires et ils sont obligés de retirer leur appellation vin du Médoc pour les îles. Ils ne se laissent pas démonter pour autant et ils prennent l'appellation Côte de Bourg et Côte de Blaye. Et pareil, les gens de la rive droite portent plainte en 1929 et en 1929, on sera obligé d'arrêter l'appellation Côte de Bourg et Côte de Blaye pour le vin des îles, qui au mieux aujourd'hui est donc un Bordeaux supérieur. Voilà, c'est ce qu'on pourrait présenter. C'est le début de la fin. C'est-à-dire qu'on voit très nettement qu'après la crise de 29, quand même, malgré tout, on essaye de diversifier. Donc, on partira un peu sur la production de vin blanc. On reviendra sur du verger, entre autres plantations de pruniers, également de pommiers. Ça dépend des îles, là aussi. On reviendra sur de l'élevage. On aura effectivement du mouton, on aura des bœufs, on aura des tentatives de production laitière, mais localisées pour les insulaires. Mais voilà, ça prouve qu'il y a du bétail. Et puis, je dirais, le coup de grâce sur les îles, on ne sait pas trop la Seconde Guerre mondiale, mais c'est 3 événements naturels. C'est l'année 56, l'année 57 et l'année 58. C'est-à-dire qu'en 56, on a le grand hiver, qui fait qu'on voit des pieds de vigne gelés sur les îles. Ça, déjà, c'est difficile, mais c'est les 2 années suivantes. C'est-à-dire une année toute seule, ça aurait pu se récupérer. Et les 2 suivantes sont catastrophiques. En 57, on a une tempête comme la tempête Martin, avec un niveau d'eau de 3 mètres sur les îles, comme en 99. On sauve les gens sur leur toit. Et à l'époque, il n'y a pas d'hélicoptère, donc on va récupérer les gens en barque. Donc ça va marquer les esprits. Et le pire, c'est que l'année 58, ça recommence, pas aussi important, mais avec une vague de 2 mètres d'eau, qui fait qu'effectivement, les gens ont peur et qu'on va commencer effectivement à abandonner les îles. C'est effectif au tout début des années 60. Certains villages, entre autres justement le village que vous avez là, il n'y a pratiquement plus d'habitants, mis à part le régisseur, en 1962.
Et donc la population va régresser, et puis la mécanisation fait que il suffit d'avoir un bon bateau, et puis les gens viennent travailler le matin et repartent le soir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait que c'est tout à fait faisable, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein. Quand la famille de Rothschild fait travailler son personnel agricole sur l'île de Patira, sur l'île Philippe, ils viennent le matin, ils repartent le soir. Donc c'est quelque chose de tout à fait fonctionnel. Donc, ça fait que la population va nettement régresser. On va essayer de nouvelles tentatives, en particulier avec une réunification des terres à partir des années 50 et 60, tentative de plantation de peupliers sur l'île Nouvelle. C'est une société belgeo-suédoise qui va tenter la chose. On ne pourra même pas faire une récolte, le bois va pourrir. Et puis, à partir du début des années 70, on va pratiquement avoir un seul et même propriétaire qui existe encore aujourd'hui. Sa famille est encore présente en Gironde, qui va pratiquement récupérer toutes les îles de l'estuaire de la Gironde et qui va se lancer dans une production assez importante de maïs et qui va durer pratiquement une vingtaine d'années. Il y aura bien une tentative de vente au bout de 10 ans, mais en signant son contrat, il avait signé un contrat l'obligeant à garder les terres pendant 20 ans, si bien qu'il sera obligé effectivement de les garder pendant 20 ans. Et donc après, on va avoir une dispersion. Les îles vont être vendues et on aura effectivement encore des propriétés privées pour l'archipel du Sud. Mais pour ce qui est de l'archipel du Nord, on a effectivement une intrusion très marquée du conservateur du littoral. Petit morceau sur l'île du Nord, mais surtout petit morceau sur l'île de Patiras également, avec le phare en particulier, et puis surtout en 92, l'achat de l'île Nouvelle dans sa globalité, Sampin et Bouchot, et donc en lien avec le conseil départemental de la Gironde, 80% de l'achat est fourni par le conservateur du littoral, 20% par le département, qui va le gérer également sur le plan administratif. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc là, l'idée, c'est de partir sur une question environnementale. C'est très intéressant. Organiser des classes vertes, envisager un tourisme doux, pas un tourisme de masse sur ces îles. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et l'île de Patiras part sur cette option touristique aussi, mais avec une démarche plutôt de gîte pour loger du monde, de restaurant, avec peut-être un peu plus de monde sur le côté restaurant, et c'est privatif en revanche. Donc voilà, on voit très bien qu'on a une ouverture possible sur ces îles, alors qu'elles commencent à régresser. Certaines d'entre elles disparaissent. L'île de Bourg va disparaître en 2003. L'île Tromplou va également disparaître dans les années qui vont suivre. Et puis, on va malheureusement avoir des événements qui vont rafraîchir tout le monde, calmer tout le monde. La tempête Martin en décembre 99, alors qu'on venait juste d'inaugurer l'île Nouvelle pour y faire accéder du public, tout est ravagé. Les habitants sont récupérés tous les derniers habitants récupérés sur les toitures des maisons en hélicoptère cette fois-ci, si bien que le préfet de la Gironde envisage même de désertifier les îles. Bon, on passera outre, on reviendra, mais aujourd'hui, il ne reste plus que 6 habitants. Enfin, l'année dernière, c'était 6 habitants, cette année, je ne sais pas, mais concentrés sur l'île de Patiras et sur l'île de Margot. Voilà, cette population aujourd'hui est très discrète. Il y a toujours des projets. On avait bien retenté de réinaugurer l'île Nouvelle dans un projet effectivement avec une reprise des digues après la tempête Martin, inauguration qui aura lieu juste quelques semaines avant la tempête Xynthia, et qui fait qu'on est reparti à la case départ. Et là, il est vrai que depuis la dernière inauguration, qui date, je crois, de 2016 ou 2017, il n'y a pas eu d'incident majeur. Donc voilà, c'est une île sur laquelle nous accompagnons beaucoup de groupes, tant de scolaires que de grand public, et on espère fortement y retourner, comme sur l'île de Patiras, où nous avons donc notre première sortie à venir, qui sera le 10 juin prochain, et qui a été fortement attendue. Donc voilà, je vous en parle, mais c'est même plus la peine de demander, il n'y a plus de place, elle est archi complète, cette sortie déjà, puisque vous piaffez pour ressortir, et je vous comprends. Donc on a pensé à vous, et c'est promis, on vous emmènera sur ces îles pour vous présenter un patrimoine avant qu'effectivement ils finissent par disparaître. Alors ça, c'était une mauvaise blague, hein, c'est l'ancien capitaine du port de Pauillac. Mais voilà, on avait transporté des gens sur ce banc de Plassac, et le temps effectivement de nous rapatrier sur l'île, sur Blaye, hein, la marée avait monté et on avait un peu les pieds dans l'eau. Donc voilà, il n'y avait pas de risque, hein, c'est juste pour vous montrer que là, dans ce cas-là, c'est une blague. Ça n'était pas pour le banc de Cordouan, c'était une autre affaire. Et puis, quand je parlais, pardon, excusez-moi, je vais rapidement aller à la dernière chose à vous montrer, c'est les dates effectivement de régression de ces îles. Bon, elles se déplacent certes, mais surtout aujourd'hui, elles se défont. Et donc aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons quand même perdu, excusez-moi, je vous le remets en partage, nous avons quand même perdu 3 îles.
Ça va très vite et on voit très bien que l'homme y est pour quelque chose. Je finirai sur ça, hein, c'est la dernière chose que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'effectivement, on en a une qui a disparu en 1956, la 3e île de Bourg, qui était ici, là, entre ces deux îles, l'île d'Ambès et l'île de Croûte, et qui a disparu du fait des épaves de bateaux laissées dans l'estuaire après la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est le changement de courant de la Dordogne qui a fait disparaître cette île en 1956 et qui est probablement à l'origine de la disparition de la 2e île que vous avez devant vous. C'est vrai que la photo n'est pas très belle, c'est une commande d'EDF, c'était pour observer les pylônes, mais en même temps, ça nous a permis de voir de près cette île qui a disparu. On l'a pratiquement vu disparaître à l'automne 2003. Et donc, regardez bien, le point de repère, c'est l'arbre qui est ici. C'est-à-dire, ce que vous allez voir dans la photo suivante, c'est l'arbre qui est tout seul ici, et qui effectivement va être cet arbre qui va rester pendant des mois et des années. Il y a encore le tronc aujourd'hui en place, alors qu'à marée basse, il n'y a même pas un banc de sable. Et donc ça, c'est une photo qu'aimait beaucoup Yves Castex, encore une fois, parce qu'effectivement, je crois que c'était un aulne, cet arbre a tenu pendant très longtemps et était complètement solitaire. Voilà, mais ça, c'est à cause de l'épave du bateau coulé dans le port de Bourg, qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces terres ne sont pas perdues, elles sont allées engraisser l'île d'Ambès, qui a doublé sa taille. À marée basse, l'île d'Ambès va pratiquement jusqu'à la pointe du bec d'Ambès. Tout est concentré là-dessus. Et donc, effectivement, ces îles, voilà, je vous les ai données. 1956 pour l'île de Bourg, la première, automne 2003, l'île de Tromplou en 2015. Et puis, Plassac, j'ai mis en cours à partir de 2015. Et puis, M. Briot le confirmait en 2018, c'était terminé. Ça a été très rapide, à 3 ans pour voir disparaître une île en formation. C'était extrêmement impressionnant. Voilà, je vais en rester là. J'aurais pu vous parler de ça encore pendant des heures et mes collègues auraient eu beaucoup de choses à vous dire. Mais voilà, on se donne rendez-vous dans 20 ans pour faire un point à nouveau, pour voir où on en est, c'est promis. Et on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Merci de votre attention dans tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Merci Didier. Merci infiniment. Alors, Merci et bonne soirée. s'il y a des questions, Merci Didier, bonne soirée. Bravo. des questions, Merci. Non, pas de questions. Tout le monde est pressé d'aller manger. Bon, alors, il y a une question sur l'île de Raymond. Oui, c'est des îles en amont, sur la Garonne. Oui, sur la Garonne estuarienne. Donc, tu parles d'estuaire. Donc, finalement, ça marche. Elles sont beaucoup plus anciennes, hein, celle-ci, l'île d'Arsin, l'île de la Lande, l'île sur la Dordogne aussi, celle du Lugon, je crois, qui se trouve en allant vers Fronsac, l'île Raymond. On est sur des îles qui sont également des îles estuariennes, de formation sédimentaire, et qui, pour certaines d'entre elles, remontent au Moyen-Âge sans aucun problème. C'est-à-dire qu'elles existent dès le XIe siècle. Donc voilà, c'est un processus plus ancien, mais ça reste effectivement estuarien, malgré tout. Ça, l'île de Raymond, Gaël connaît très bien. Il emmène des groupes régulièrement. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'île Raymond, c'est une aubaine pour aller visiter. Je crois qu'on est du côté de Rions, hein, Gaël? C'est Paillé. Paillé, exactement. Voilà. Paillé. Mais oui, c'est un site à découvrir. Hein. Il vaut le coup. C'est très intéressant, justement. Et il ne reste plus que, finalement, dans le processus des évolutions des îles dont parlait Didier, ce sont des îles dont le bras s'est chargé de sédiments et donc elles sont toujours îles, mais voilà, il reste vraiment un bras de Garonne qui est tout à fait anecdotique sur certains secteurs, quoi. Oui. Ça, c'est naturel en partie, mais ça a été accéléré par l'homme, et en particulier avant de lancer le grand projet du canal latéral, qui est un projet qu'on doit à la monarchie de Juillet, pour relier Toulouse à Bordeaux. On a dans un premier temps tenté de coller toutes les îles sur les berges de la Garonne pour essayer de faire un seul chenal de navigation. Et donc, on a vu 2 personnages qui ont œuvré dans ce travail gigantesque entre Toulouse et Bordeaux, donc de comblement certaines fois accéléré, poussé, voire complètement artificiel, que sont Jean-Baptiste de Baudre, celui qui par la suite partira sur la création du canal latéral, et le baron Haussmann. Le baron Haussmann qui va travailler en ce sens-là, avant qu'on se rende compte que ça coûtait finalement plus cher de faire ce travail-là que de faire un canal artificiel. Donc finalement, on partira, et c'est Jean-Baptiste de Baudre qui l'emportera et qui fera le canal latéral. Mais voilà, on a essayé, quand on voit les cartes, de très jolies cartes de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux,
il y avait un nombre mais extraordinaire de bras secondaires et d'îles. Hein. C'était extrêmement compliqué de naviguer au milieu de tout ça. Et donc, voilà, on parle de l'île Raymond, mais on pourrait parler de l'île de Rions, on pourrait parler des îles de Cadillac, qui aujourd'hui, vous ne les voyez même pas dans le paysage, parce qu'il n'y a plus qu'un bras de Garonne, mais on a eu des îles jusqu'au XVIIIe siècle. C'était un paysage extrêmement fait d'une mosaïque d'îles et extrêmement compliqué. Bon, je vois que ça vous laisse sans voix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci encore. Merci de votre attention dans tous les cas. Je vous rappelle donc l'intervention de jeudi prochain dont vous a parlé Eric. Hein. Vous trouvez le lien sur le site de Terre et Océan. Je vous rappelle aussi, comme vous étiez nombreux de l'Université du Temps Libre, que nous reprenons les cours donc, dans une petite semaine et demie. Et que nous aurons l'occasion, entre autres pour ceux qui sont en 5e année, en 5e niveau, de revenir sur les îles, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Donc on aura effectivement l'occasion de poursuivre ça en cours à partir du 25 avril prochain. Voilà. Eric, le mot de la fin. Gaël, le mot de la fin. Bah, écoute, bonsoir et bon appétit. Voilà, bon, exactement. Bon, merci à tous encore. Merci à vous. Et puis à très vite. Voilà, elle sera enregistrée, donc c'est ça, Gaël, puis elle sera bientôt sur notre site internet, quelque chose comme ça. Elle est enregistrée, donc je mettrai en ligne celle de la dernière fois que j'ai oublié de mettre en ligne et celle-ci. Voilà. Donc on le mettra, je pense qu'on fera passer les liens comme on fait avec la prochaine newsletter. Ok. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.